Merci d'être présents, d'être aussi nombreux, et je pense que la salle va continuer de se remplir. On va demander à Monsieur Kléber Mesquida, président du conseil départemental, député de l'Hérault, de dire quelques mots de bienvenue dans cette magnifique salle. Monsieur Kléber Mesquida. Bien, mesdames et messieurs, chers amis de la Bouvine, bienvenue ici à Pierrevive, cité du savoir. Et aujourd'hui, notre savoir va s'enrichir de la connaissance que vous avez et que vous allez nous faire partager. Je voudrais saluer les maires de la 9e circonscription. On a aussi limité les invitations. Vous avez remarqué que dans le communiqué de presse, on a mentionné que ce n'était ouvert que sur invitation, sinon la salle n'aurait pas pu contenir tout le monde. Et puis, saluer l'initiateur de cette rencontre, Patrick Vignal, mon collègue à l'Assemblée nationale, ami dans la vie et depuis très longtemps. Et quand Patrick Vignal souhaite quelque chose, je disais à mon directeur de cabinet, il faut lui dire oui parce qu'il va s'accrocher jusqu'au bout. Et tant qu'on n'a pas cédé, il sera très accrocheur. C'est son tempérament. Et merci Patrick. Je sais que quand tu entreprends des actions, tu l'as prouvé avec le Parlement des enfants, qu'on est allé rencontrer avec la ministre. Et ici, tu m'as dit, tu verras, la salle sera pleine et c'est passionnant. On a des gens très engagés, très actifs et je constate que votre présence est le gage de l'intérêt que vous portez à cette culture bouvine. C'est vrai que dans ce territoire d'Hérault, nous avons de grands paysages, de beaux paysages et on a aussi un paysage de Petite Camargue qui a été façonné certes par la nature, mais également par le travail des hommes et des femmes et des éleveurs qui aujourd'hui animent ce territoire. Et ils l'animent dans toute l'acception du terme, non pas simplement sur l'aspect paysager, mais également sur l'aspect élevage. Et puis, avec les courses, c'est aussi des traditions qui sont là. Ce qui me permet de faire une transition, puisque quand j'ai accédé à la présidence, j'ai lancé avec le soutien de la majorité départementale, et je salue Yvon Pelé, qui est du territoire, mais lui, il est délégué à la viticulture. Mais c'est pas incompatible, hein. Délégué à la viticulture et s'intéresser à la bouvine, c'est pas incompatible, mon cher Yvon. Donc, je disais, avec le soutien de la majorité départementale, on a lancé 4 thématiques pour un petit peu plus relier l'Hérault entre territoires, mais également entre populations. Partant du principe qu'il est certain que chaque Héraultais ne connaît pas ce qui se passe à l'Est, ou à l'Ouest, ou au Nord, ou au Sud. Et dans ces 4 thématiques, que je vais décliner très rapidement, mais l'une vous concerne particulièrement, c'était, puisque j'ai le délégué à la viticulture, c'est œnotourisme en Hérault. Il existe de belles structures œnotouristiques, sauf qu'on se rend compte, au fur et à mesure qu'on fait l'état des lieux, qu'il y a des espaces vides, et on fera des appels à projets qu'on soutiendra, de manière à ce que Héraultais ou visiteurs d'Hérault, eh bien, on puisse faire un circuit avec différentes portes d'entrée et pouvoir découvrir ces merveilleux produits avec une charte, un cahier des charges que je ne déclinerai pas, ça serait trop long. Et puis, sport et loisirs, mais on peut aussi articuler avec culture et tradition. Et culture et tradition, là, on est en plein dans le monde qui vous concerne et qui nous concerne, puisqu'il y a beaucoup d'événements culturels, d'espaces et de structures importantes avec des belles programmations. Et puis, il y a aussi des belles traditions en Hérault, la bouvine, les joutes et d'autres. Et puis, dans les traditions, il y a également les groupes folkloriques qui, à travers leur existence, transmettent un peu le savoir ou transmettent les traditions qu'il y a eu à un certain moment de notre histoire et qu'il faut perdurer et faire connaître aux jeunes générations. Donc, vous vous inscrivez pleinement dans, et le 4e volet, c'est histoire, patrimoine et site. Et là encore, s'il y a un patrimoine immatériel, s'il y a un patrimoine humain, c'est bien aussi dans ce secteur qu'on le trouve, de secteur d'Hérault. Mais il y a aussi, sur l'aspect des sites, eh bien, vous avez des sites incomparables. Et tout à l'heure, en arrivant de Paris, quand l'avion a fait un petit tour sur la Méditerranée et qu'il a fait l'approche, je regardais ces paysages d'en haut et je me disais, quelle beauté d'être dans ce territoire héraultais avec toutes ces richesses, du littoral à la petite montagne et le plateau des lacs. Nous avons les terres viticoles, nous avons les garrigues, nous avons les piémonts. On a, en 1 heure de route, en traversant ce département, on peut consommer du paysage. Donc, je voudrais vous remercier pour votre implication dans
cette tradition que vous faites perdurer, que vous animez avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'engagement. Et je ne serai pas plus long puisque je vais être très attentif à tout ce qui va être dit pour encore parfaire la culture que j'ai dans ce monde-là. Beaucoup de mes collègues m'en parlaient, Claude Barral à Lunel, Patrick Vignal et puis d'autres collègues, Yvon Bourrel, le maire de Moguio, le maire de Lunel, enfin tous les maires m'en parlent chaque fois que je vais dans ce territoire du Lunélois et du secteur melgourien. En tous les cas, je peux vous dire que le département sera toujours un partenaire puisque nous soutenons l'école de Raseteur, nous soutenons les manadiers, le groupement des manadiers, nous avons des actions de soutien et à travers Hérosport, dont le directeur Jean-François Dumont est présent dans la salle, nous apportons aussi notre concours à toutes les animations que vous faites sur ce territoire. Alors, merci de votre présence et je souhaite à vous tous une bonne soirée et tout à l'heure on se retrouvera autour d'un moment de convivialité. Merci et bonne soirée. Merci, monsieur le député. Alors, Patrick Vignal, qui a organisé aujourd'hui le colloque sur la bovine et la petite Camargue, c'est quelqu'un que je connais depuis peu, mais que je connais assez pour me rendre compte à quel point pour lui la thématique de la préservation du territoire, de l'environnement, de ses activités économiques est importante pour lui. Depuis qu'il est député de la 9e circonscription, il a pris conscience de l'importance de mettre en valeur, de valoriser la filière bovine. Et donc je le remercie de nous avoir réunis ce soir. Patrick Vignal. Merci Claire, mesdames et messieurs. Alors Claire, en fait, je l'ai rencontrée dans une réunion publique, comme je fais pour pas mal d'entre nous. Et je vois mon amie Michèle Rouvière, elle est doctorante en sciences politiques. J'ai dit, écoute, tu t'embêtes là. On a un petit colloque sur la bovine, on est quelques amis. Donc on a demandé à Claire d'être à la fois un va-et-vient, une alternance entre les bancs de la fac et la vraie vie. Voilà. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les manadiers, les manadières, les raseteurs, les clubs taurins, les groupes folkloriques, chers élus, un immense merci d'abord à Kléber Mesquida. Vous savez, on dit souvent en politique, c'est mon ami. Il y en a même qui disaient, c'est un ami de 30 ans. Mais Kléber Mesquida, il est particulier. D'abord, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, je suis arrivé avec une hanche en moins, c'est 2 béquilles. Et donc, il m'a pris sous son aile. Et donc, c'est devenu mon tonton, mon parrain. Il m'a expliqué les rouages de l'Assemblée nationale. C'est le seul qu'il a fait et je voudrais vraiment le remercier. Il fait partie de ces élus précieux avec un tempérament dur des fois parce qu'on n'est pas toujours d'accord et vous avez remarqué que chaque fois que je veux avoir la déviation, le mur de Mudaison, je prends exprès l'avion avec lui pour dire Kléber mon mur, Kléber ma bovine, Kléber ma 113. Et je voudrais vraiment le remercier parce que c'est pas facile la vie d'élu souvent, au détriment souvent de beaucoup de choses, de vie personnelle, familiale, sportive, et c'est quelqu'un de solide. Voilà, c'est vraiment un roc de politique, et je voulais le remercier puisque il a été de suite, il m'a dit de suite, écoute, Pierre-Vive est un lieu fabuleux, c'est un lieu empreint de culture, et donc merci à Kléber Mesquida. Je voudrais bien sûr dire aussi un grand merci à l'ensemble des maires de la 9e circonscription. Je voudrais remercier Claude Arnaud, maire de Lunel, président CEPEL d'être là. Jean-Luc Messonnier, qui n'est pas de la 9e circonscription, mais qui est raseteur, qui adore les manades et qui sait de quoi il parle. Michel Roux, représenté par Jean-Marie Martin, président d'une grande peña. Michel Carlier, le maire de Lansargues. Monsieur Hugues, le premier adjoint de Saint-Onès. Monsieur Hervier Dieu-le-Fès, que j'appelle ma nounou, avec qui on a mené beaucoup de combats, que vous voyez. Madame Bernadette Vignon, conseillère départementale et maire de Marcillargues. Yvon Bourrel, le maire de Moguio. Yvon Pelé, le maire de Saint-Géniès, qui aime la viticulture, qui aime aussi la bovine. Je voudrais aussi associer Laurent Hénin et Patricia, puisqu'on a travaillé aussi avec les manadiers il n'y a pas très longtemps sur la dotation de foin. Alors, regardez comme cette salle est belle. Ce soir, vous êtes quasiment 180 invités. On l'a dit avec Kléber Mesquida, on ne voulait pas ouvrir au public, on voulait travailler. Parce que l'heure aujourd'hui est au travail. Ce soir, vous êtes là. Je tiens vraiment à vous remercier, mais nous avons du travail. Et je voudrais qu'à travers ce colloque, on puisse faire en sorte de mobiliser l'ensemble des habitants de ce territoire. Je voudrais oublier Daniel Edo, qui représente le maire de Candillard, qui a été le maire de Candillard pendant très longtemps.
Alors, plus nous serons nombreux, plus nous aurons des échanges constructifs sur l'avenir de la Bouvine et de la petite Camargue. Et plus ce que nous dirons aura du poids auprès des institutions. Faire du lobbying. Ce soir, j'interviens donc en tant que député de la 9e circonscription, c'est-à-dire d'un territoire qui part de l'est de Montpellier jusqu'à l'est du pays de Lunel et qui englobe la petite Camargue. Si j'ai décidé de réunir autour de la table autant de personnalités liées à la Bouvine et la petite Camargue, c'est qu'en tant que député de ce territoire, qui a la chance d'avoir une si belle et une si forte identité, il s'agit de la défendre, il s'agit de la valoriser. Alors j'ai décidé moi aussi d'accompagner ce combat que vous menez tous et qu'à partir d'aujourd'hui, nous mènerons tous ensemble pour ces traditions et ces cultures. On aura certes le temps de revenir ce soir en détail sur ce que représente la Bouvine, sa culture, ses traditions et ses différents intervenants. Et je voudrais me tourner vers eux et les remercier. Parce que si je regarde ces visages, ils ne sont pas tous connus, mais ils m'ont tous répondu présent de suite. Je ne connaissais pas Magali Somade, je connaissais un peu Jacques parce qu'il était sur des barricades sur le mur de Moudéson, on l'appelle d'ailleurs Mélenchon. Je connais très peu Alain Foucaran. Je ne parlerai pas de Jean Lafont, le pape de la Bouvine, chez qui on a reçu une ministre. Dominique Azéma, je lisais ses articles. Iris Lafont, la belle cavalière qui était dans les anciéraux, à être avec un trident et à manœuvrer. Il n'y a pas beaucoup de femmes, vous avez remarqué, mesdames. Je vous incite à rejoindre aussi la Bouvine. Robert Pistilli, qui nous a beaucoup aidés, qui a accueilli la ville de 580 habitants, la ministre qui est venue. Yvon Pradeil, qui un soir, quand j'étais à Moguio et qu'Yvon Bourrel, on parlait du pôle jeunesse, il me dit « Patrick, j'ai du temps et j'ai envie de venir travailler avec nous ». Donc merci à Yvon Pradeil, qui a été maire de 2001 à 2008 et qui est élu depuis 1977. Et Nicolas Noguera, que j'ai vu œuvrer dans les arènes de Lansargues, un tempérament solide et du caractère. Donc quand j'ai appelé tous ces gens, ils m'ont tous dit « Ok, pour travailler, on sera à vos côtés ». C'est pas facile en ce moment. On sait que la fédération, c'est un peu compliqué, tumultueux, comme les partis politiques d'ailleurs au passage, et dans 2 mois, on a des élections. Mais la démarche, elle n'est pas pour faire de la politique. La démarche, elle est pour, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que vous avez un tas d'or. Vous êtes assis sur une pépite de talent, et je pense que vraiment, on pourra faire des choses ensemble. Alors, ce colloque, sa raison d'être. En 2014, les manadiers de la Circo m'ont appelé en me disant « On a été inondés et on n'a pas d'assurance ». Donc moi, j'ai décidé, avec la réserve parlementaire, donc avec vos impôts, chers amis, d'accompagner la démarche. Patricia Laurent-Hénin, le maire de Lunel, que je remercie, le maire de Moguio, nous le dirait, ça n'a pas été facile de travailler les manadiers. Vous le savez, je n'ai pas la langue de bois, ça a été compliqué, il y a beaucoup de caractère. N'est-ce pas, monsieur Chabalier? On le sait tous qu'il y a beaucoup de caractère. Mais nous y sommes arrivés. Avec Jean Lafont, avec les gens qui ont voulu, on est arrivé à mettre en place un processus. Et du coup, je me suis dit, et je voulais dire, rappelez-vous, et si on allait un peu plus loin ensemble? Alors, pour cette collaboration, moi, ce que je vous propose, c'est de réfléchir ce soir avec tous les acteurs concernés. Aficionados de la Bouvine, professionnels, élus, joignons nos forces pour que jamais ne se perde ce qui fait le charme si singulier et authentique de la petite Camargue. Kléber vous l'a dit, on a mis en place un parlement des enfants, 164 enfants, dont 80 de Montpellier, qui, comme moi, ne savaient pas la différence entre une vache et un taureau, ont débarqué chez Jean Lafont. Une ministre est venue, même elle, voir une vache de près, voir un cheval de Camargue, et on a fait une matinée assez exceptionnelle. On a eu la chance d'avoir 2 ministres, Bernadette Vignon qui s'occupait de la solidarité et Kléber Mesquida de l'environnement, ou le contraire. Et là, mes enfants de Montpellier, ce qu'ils ont vu, aussi la vraie vie, et pas uniquement du goudron et du béton. Et vous verrez qu'on ira plus loin avec Robert Pistilli et Hervé Dieulefesse, c'est que les petits de Montpellier iront dormir chez les petits de Saint-Just. Comme ça, ils feront ensemble pour vivre ensemble. Comme ça, quand ils se rencontrent dans la rue, ils se connaîtront, ils se reconnaîtront. D'ailleurs, cette année, au passage, c'est 1000 enfants inscrits au Parlement des enfants, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des projets de loi. Ceux de Montpellier sur l'intergénération,
ceux du pays de Moggio avec Yvon Bourrel, il y a 400 inscrits je crois, sur l'environnement, la préservation du territoire, et ceux du pays de Lunel, Marcillargues-Lunel, ça sera sur justement les traditions. Donc en même temps que vous, chers amis, il y aura 400 petits du territoire de Lunel qui vont travailler sur ce projet. Aussi, hier, c'est pas très vieux, à la salle Castel, 9 projets qui sont sortis du jury citoyen. On a décidé de mettre une partie de la réserve parlementaire, 80 000 €, et hier, un jury, élus de Lunel, de la communauté, conseillers départementaux, directeurs de la MLI, bailleurs sociaux, proviseurs et principaux des collèges, ont décidé souverainement de financer 9 dossiers sur une commande politique précise, République, laïcité, famille, jeunesse. Et c'est un petit peu ce que moi j'ai très envie de faire avec vous. C'est-à-dire que aujourd'hui le politique ne peut pas tout seul. Alors c'est vrai que 80% des gens ne croient plus ni au parti ni à la parole politique, mais avec Kléber, on a un certain nombre, et avec les maires des villages qui, à 80%, sont plébiscités parce que tous les jours, ils ont à la fois les pieds dans la glaise et la tête dans les étoiles. Alors on a décidé de travailler sur ces problématiques. Les manadiers, la citoyenneté, et tout cela, c'est parce que vous avez des pépites à cultiver. Et les intervenants vous le diront, des emplois non délocalisables, la transmission de vos métiers et de vos racines, la préservation de vos territoires des dangers du béton, l'appellation d'origine contrôlée, protégée, que nous parlera Magali. Vous savez que seulement 4% des étrangers vont dans vos spectacles. Alors quand je dis étrangers, c'est comme moi. Hein. Quand je suis à Lunel, on m'a dit « mais vous n'êtes pas Pescalune » ou à Moggio, pas Melgorien. Donc 4%, ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Ça veut dire que dans nos arènes, je pense qu'il faudra aussi faire en sorte d'aller chercher au plus haut une communication nationale et surtout, et là, chers amis, si vous avez des idées, il faut qu'on ait un parrain et une marraine de cette activité qu'on va monter. Quelqu'un de poids, quelqu'un qui puisse nous aider, quelqu'un qui puisse aussi, avec Kléber et moi-même, déverrouiller les portes au plus haut niveau. Alors, nous avons des atouts formidables sur ce territoire. Disons-le, soyons-en fiers. Trouvons les moyens de faire partager vos expériences, vos pratiques, votre culture et vos rêves. Je vous le dis, Jean de la Petite Camargue, vous êtes assis sur un tas d'or. Vous avez le privilège de vivre sur un territoire indissociable de son identité. Le taureau, c'est la force, le taureau, c'est le courage, le taureau, c'est la puissance et c'est aussi l'élégance. Mais les autres intervenants le diront certainement mieux que moi. Profitons ensemble de ce colloque pour réfléchir sur des projets communs, sur des projets fédérateurs. Faisons connaître à tous et partout dans la France entière les traditions de la bouvine. Le temps n'est plus au repli sur soi, ou souvent le chacun pour soi ou le sauve qui peut. Donnons une vitrine nationale et internationale à la bouvine et aux traditions de votre petite Camargue. Donnons-leur un vrai poids économique pour apporter un changement concret et positif. Et pour finir mon propos, avant de passer la parole aux autres intervenants, je vous livre un proverbe africain. Ceux qui parlent doivent avoir pitié de ceux qui écoutent. Je vous remercie. Merci Patrick Vignal pour ce discours rassembleur. Alors je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer ce soir. Je voulais vous informer que les débats et les interventions sont filmées, comme vous pouvez le constater, et enregistrées. Alors ce soir, on est 2 modérateurs, Jean et moi-même. Donc Jean, c'est un membre actif du collectif citoyen de la 9e circonscription depuis 2008. Et moi-même, je suis doctorante en sciences politiques à Agropolis. Voilà, donc la discussion, la première phase de discussion va se dérouler en suivant 8 thèmes. Donc d'abord, Jean Lafont va nous parler de l'histoire du métier de manadier. Jacques Guillem reviendra sur les traditions, les cultures et la langue occitane. Magali Somade sur l'AOP et la race d'Ibiou. Dominique Azema sur la course camarguaise, les acteurs et les règles du trophée taurin. Nicolas Noguera sur les raseteurs, la compétition et la formation. Iris Lafont sur les spectacles de rue.
Robert Pistilli et Yvon Pradeil sur les responsabilités juridiques notamment, et enfin Alain Foucaran sur l'économie de la bouvine. Me revient le privilège de vous présenter le premier intervenant. Le patrimoine, c'est ce que l'on transmet du passé. Il permet de se projeter dans l'avenir sans nier la dimension du présent. Mon cher Jean Lafont, tu es président des Manadiers. Tu as la culture camarguaise collée au basque. Tu ne peux pas t'en dépêtrir. Oui, c'est pas une tare. On n'y est pour rien. Mais ce soir, on va te demander d'être très concis, très précis, parce qu'après, il te faudra répondre aux questions qui te seront posées compte tenu des pistes que tu vas nous développer. Jean Lafont, Manadier. Bon, mais j'ai le privilège de commencer. Je vais vous ouvrir la porte. Hein, bon. Il faut remercier quand même tout d'abord Monsieur Mesquida, le président, pour nous accueillir ici. Je crois que c'est pas rien de remercier Patrick, quand même, qui a fait vraiment un grand travail là-dessus. En tant que manadier, et ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de vous dire où on va. Alors moi, je ne vous dirai pas où on va parce que je n'en sais rien, mais je suis très inquiet. Où on est, je peux un peu vous le dire. Et d'où nous venons, je vais essayer de vous le dire aussi. Donc je vais vous dire d'où nous venons et vous essayerez de dire où nous allons. Voilà. Alors, d'où nous venons? La Camargue, c'est quelque chose qui a le mérite, malgré tout, parce qu'il faut de profondes racines pour pouvoir en parler souvent. La Camargue a de profondes racines parce qu'il faut savoir que le taureau Camargue, déjà, c'est un animal très particulier. Parce qu'il n'est pas descendant de l'auroch comme l'espagnol ou la vache à viande ou laitière. Il nous descend à peu près du néolithique moyen, du sud-ouest de l'Inde. Les gitans, il paraît aussi. Bon, il paraît qu'il y a eu des grands problèmes climatiques qui ont fait qu'il y a eu des grandes migrations. Donc, il a suivi le bord de la Méditerranée. C'est pour ça qu'on en trouve un peu des éléments un peu très lointains en Crète et dans les marais pontins. Il s'est arrêté dans ce grand delta du Rhône et donc il est resté encore un peu ce qu'il était là-bas, c'est-à-dire un animal un peu particulier. Un animal très farouche, mais très coureur. D'abord sa morphologie, c'est un animal haut de pattes avant, un animal très longiligne, un animal qui n'est pas fait vraiment pour faire de la viande, hein, vous le savez, hein, mais un animal avec des grandes cornes en lyre normalement, et cet animal, quand on l'enferme, il devient dangereux. Voilà. C'était un animal qui était au départ pas fait pour être un animal domestique, c'était un animal qui était chassé à l'époque en Camargue. Après, on a essayé d'en domestiquer un peu, les plus calmes, mais on n'y est pas toujours facilement arrivé. Ça fait que ce taureau, dans ce delta, parce que à savoir que le delta du Rhône n'était pas très hospitalier, puisque le Rhône n'était pas endigué, il était toujours plutôt dehors que dedans. Donc c'est plutôt en petite Camargue que le taureau s'est plus développé, et surtout nos traditions. Nos traditions se sont développées. À savoir que déjà la confrérie des gardiens date de 1512, je crois. Donc c'était la première mutuelle qui existait dans notre pays. Et si en 1512 il y a eu déjà la confrérie des gardiens, ça veut dire que déjà on gardait des bêtes et c'était du taureau Camargue. Voilà. Donc vous avez en plus au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, on a encore une selle qui nous vient de l'époque du Moyen-Âge, c'est-à-dire de la selle à piquet française. Et on a une selle du XIIIe siècle, je pense, au musée, qui est à peu près identique à celle que nous avons aujourd'hui. Donc vous voyez que nous avons... Bon. Le cheval Camargue, lui, nous descend du cheval de Solutré, qui lui a fait comme le taureau, s'est mis dans le delta, et a fait un petit peu comme le taureau, et c'est là que les hommes ont commencé à le domestiquer, à travailler avec, et puis à le monter pour garder les bêtes. Donc ces deux races-là sont des races très particulières qui n'existent qu'en Camargue. Voilà. Donc à partir de là, doucement, c'est construite nos traditions, elles se sont construites. Et
c'est là que nous avons un livre de Pasquier, de Léon Pasquier, qui est du Quélard, et qui nous commente les premières traditions qu'il y a eu en Camargue, pratiquement au Moyen-Âge et à la Renaissance. Au Quélard, dans les prés, où il y avait une grande zizanie avec Vauvert, à ce moment-là, on a accepté la pézance et la dépaisance. C'est-à-dire, dépaisance, ça voulait dire prélever. Alors, à certaines périodes, les gens qui avaient des taureaux avaient le droit de mettre leurs taureaux dans les prés du Quélard. Et pour ce faire, ils les gardaient. Déjà, il leur fallait des chevaux. Et puis, quand ils les séparaient le soir, eh bien, il fallait les reconnaître. C'est là qu'on a commencé à les marquer. C'est là qu'on a commencé à leur faire une escoussure pour mieux les repérer. Et c'est là qu'on a commencé les premières ferrades. C'est-à-dire que une fois par an, chacun marquait ses bêtes. Donc, vous voyez que les traditions même de la ferrade remontent à très longtemps. Et elles partent du Quélard. Et les traditions, grosso modo, nous partent à peu près du Quélard, parce que le reste n'était pas très hospitalier, et elles allaient jusqu'à Moguio. C'était, à l'époque, on peut appeler ça le grand delta du Rhône. Hein. Il arrivait jusqu'à l'étang de l'Or. Bon. Et à partir de là, on commençait à prendre les bêtes les plus farouches, à les mettre dans les masses, avec des charrettes autour des murs, pour commencer à s'amuser le dimanche dans ces arènes improvisées. On l'a fait après dans les villages, pareil. Moi, j'ai connu les plans de charrettes dans les villages. C'était extraordinaire. Mais bon, les choses ont évolué. Mais vous voyez que tout est relié. La course camarguaise, finalement, et la brivade et la bandide. Parce que pour amener ces taureaux dans ces villages ou dans ces masses, on n'avait pas qu'un moyen, c'était à cheval. Donc les manadiers s'entendaient entre eux pour faire un groupe et pour pouvoir amener les taureaux dans les masses, d'où est née la brivade et le soir, bien sûr, la bandide. Voilà. Et bien sûr, j'entendais ça des anciens, les taureaux qu'on amenait à cette époque-là, il fallait quand même qu'ils soient menables à cheval, on disait. Parce que ceux qui n'étaient pas menables à cheval, eh bien, on ne pouvait pas les amener, bien sûr. Donc vous voyez, et la course camarguaise a commencé par là. Et au XIXe siècle, elle s'est développée. Vous le savez, il y a eu des interdits et des périodes où on a autorisé. Je crois que sous Napoléon, il y a eu des interdits déjà. Il y en avait eu sous l'Ancien Régime aussi. Mais enfin, bon, à partir de la fin du XIXe siècle, les courses ont été autorisées. Et vous savez que la première arène, je crois, qui a existé, elle était à Montpellier, dans les années 1840. Et une autre qui était à Alès, je crois qu'elle date de 1842. Voilà. Donc vous voyez que c'est assez ancien, et ça nous rappelle que Montpellier aurait pu être une capitale de la bouvine. Je crois que c'est bien dommage qu'elle ne l'ait pas été. Bon, et à partir de là, eh bien, la course camarguaise a évolué. Il n'y avait pas de raseteurs à ce moment-là. C'était des gens qui étaient habillés, souvent même en costume. Hein. Après, il y a eu des raseteurs. On a mis une cocarde et un garrot. Et les plus forts raseteurs, c'était ceux qui prenaient le garrot. Bon, ils ont pris un crochet après. Ils se sont mis en blanc. Et doucement, ça a évolué. Doucement, on s'est établi quelques règles. Doucement, on a fait une première fédération. Doucement, on a fait une fédération beaucoup plus évoluée qui s'est mise au sport. Et bon, on en est aujourd'hui à cette fédération. Bien sûr, il faudra peut-être en discuter un jour. Voilà. Bon, mais vous voyez ce qu'est devenu notre tradition. Notre tradition, elle est aujourd'hui balboulée un peu. Elle est aujourd'hui un peu balboulée par la modernité. Voilà. Alors, la course camarguaise, avant, c'était des ruraux qui venaient et ils remplissaient les arènes. Aujourd'hui, ce ne sont que des spectateurs. Donc, elle a évolué parce qu'il faut faire du spectacle. À partir de là, je pense qu'il va falloir nous aussi évoluer parce que il y a de moins en moins de monde dans nos arènes, donc économiquement, ça devient difficile. Hein. Voilà. Donc, cette fédération et cette course camarguaise doit produire de l'économie. Elle en produit, mais je pense qu'on est à une charnière où il faudra peut-être repenser un peu les choses. Voilà. Jean,
excuse-moi de te couper parce que là, tu rentres tout de suite dans le débat et je crois qu'il va falloir tout à l'heure y aller sur cette cause camarguaise et son économie. Tu as raison, mais je voulais faire un plan général. Alors, bien sûr, comment on est structuré? On est structuré par une fédération, on est structuré par des associations, on est structuré par les manadiers, on est structuré par les raseteurs, on est structuré par les élus même, hein, quelque part. Bon, mais voilà, c'est comme ça qu'on est structuré, et je pense que c'est des structures fortes qu'il nous faudra certainement garder et évoluer. Bon, les relations avec les pouvoirs publics et la législation, elle est très approximative. On est très en marge de la législation. Là, on est resté comme on était, et la législation est devenue quelque chose d'épouvantail. Un épouvantail, un véritable épouvantail. Bon. La sécurité des cavaliers, la sécurité dans les parcours. Très difficile, complexe, le métier de manadier. Très difficile, parce que c'est un métier d'éleveur, donc d'agriculteur. C'est un métier de sélectionneur, parce qu'il faut faire des taureaux pour la course. C'est un métier qui est devenu un chef d'entreprise, avec le relationnel. Et en plus, le manadier, c'est quelqu'un qui n'a pas la science infuse, il ne faut pas le croire. Il y a des gens qui s'autorisent manadier, quelque part, j'ose dire ça, mais qui n'ont pas le métier. Le métier, c'est un métier qui s'apprend de tout jeune, et qui s'apprend avec les anciens, et il faut du temps pour l'apprendre. Voilà. Donc, je pense que ça va ouvrir certainement des réflexions là-dessus. Voilà. Ben, écoutez, c'est ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, essayez de réfléchir et de savoir avec ce que l'on a, où on va, parce que où on va, j'en suis pas sûr. Mais ça sera pour les générations à venir. Merci Jean Lafont. Alors, nous avons pensé remercier quand même Monsieur le Président et Monsieur le député. Alors, voyez, je vous offre ce trident, pensant que vous le mettrez à proximité et que tous les jours en y passant devant, vous penserez à nous. Vous aviez le président Somad qui a été quelqu'un d'important pour nous et pour la Camargue. Bien sûr, il était très près des gens de Bouvines. Bon, sous l'autre mandat, c'était un peu moins bien, mais j'espère que le vôtre rejoindra celui de M. Somad. Merci, Président. Je suis très touché. Gérard Somad, ça a été mon père en politique. Si je suis au département, c'est lui qui, en 1994, m'a dit « Kléber, il n'y a pas de candidat à Saint-Pontomière, il y a un défi, vas-y ». Et voilà. Et aujourd'hui, je siège dans l'hémicycle de Gérard Somad. Et penser à lui, c'est un moment fort. Voilà. Maintenant, quand je regarde ce trident, ça me donne une idée. Je vais le mettre dans mon bureau à Montpellier. Et tous les jours, très tôt, je suis dans mon bureau et j'en pars souvent très tard. Mais quand il y aura séance, je le descendrai dans l'hémicycle, parce que quelquefois, je vous assure, qu'il y a quelques élus, ils auraient besoin d'être piqués, non pas pour le travail qu'ils ne font pas, mais simplement pour le niveau d'intervention qui est quelquefois déplacé, mais je n'en dirai pas plus. Et je voudrais aussi, j'en profite pour saluer Bernadette Dignon. Tout à l'heure, je l'ai saluée avec l'ensemble des maires, mais comme elle est conseillère départementale, elle fait partie du groupe majoritaire. Elle comprendra, quand je ferai ce signe-là, de dire à ses collègues, attention, marque au mal. Merci beaucoup. Eh bien, merci. Voilà, eh bien, vous rejoignez, grâce à ce trident, Monsieur Somad. Patrick, voilà, je te remets ce trident, parce que c'est symbolique, mais je crois qu'actuellement, tu rentres dans la Camargue. Tu étais à Montpellier, enfermé dans ce béton, qui ne t'allait pas du tout,
Et alors, il ne t'allait pas du tout. Je crois qu'il va falloir que tu en sortes, parce que c'est la Camargue qui te va le mieux. Merci, Patrick. Écoutez-moi, je suis pas un vilain comme mon ami Kléber, mais je vais m'en servir pour aller piquer les fesses du Premier ministre. Parce que je sais qu'il aime la Camargue, il aime le taureau, et c'est vrai que beaucoup de nos grands élus, de nos grands énarques ne savent pas toute l'émotion, toute la tendresse, l'amitié qu'il y a dans vos territoires. Donc moi, je le mettrai dans mon bureau à l'Assemblée, avec Kléber le mercredi au QAG, on piquera les fesses des gens qui nous commandent. Merci. Bien, tu vois, Claire, on a travaillé longtemps à préparer cette soirée, mais comme je te l'ai dit, c'est dur, hein, un manadier, hein, ça fait ce que ça veut. Hein. Oui. Bah, du moment où M. Vignal ne pique pas les fesses à la permanence parlementaire, moi je dis tout va bien. Bon, alors maintenant je vais passer la parole à l'intervenant suivant qui est Jacques Guillaume et qui va nous parler de l'occitan. Jeannot vient d'ouvrir la draille, je vais la suivre, mais celle qu'il a ouverte, je la trouve longue et sinueuse, et je vous souhaite beaucoup de courage à tous. Moi, je voulais simplement vous dire que, vous n'êtes pas sans le savoir, notre région, le Languedoc-Roussillon, va avoir une grande mutation. On va passer de 5 départements à 13 départements. On va changer de nom, on va changer de capitale régionale, et je vais mettre mes lunettes. Et dans ce grand chambardement, il est nécessaire de savoir d'où l'on vient pour sauvegarder notre identité. Or, savoir d'où l'on vient, sans vouloir faire un grand cours d'histoire, je ne suis pas comme Jeannot, je ne suis pas aussi féru, je voudrais dire à quel point notre petit territoire, la petite Camargue, est lié à l'Occitanie. D'abord, c'est de par sa langue, sa culture et son histoire. Je ne remonterai que jusqu'à Raymond IV, dit Raymond de Saint-Gilles, comte de Saint-Gilles en Provence, qui a hérité par défaut du comté de Rouergue et de Toulouse et est devenu ainsi le premier fondateur du grand comté de Toulouse. Raymond VI, son successeur, a renforcé sa position en Provence lors de la division de celle-ci en comté et en marquisat et en a annexé une partie. De plus, chose importante, notre histoire est fortement liée à la croisade des Albigeois. En effet, en 1208, le légat du pape Pierre de Castelnau, retournant auprès du pape Innocent III pour lui faire part de l'échec des négociations contre l'hérésie cathare, fut assassiné à Saint-Gilles le 14 janvier par un écuyer de Raymond VI. 3 mois plus tard, le pape Innocent III proclame la croisade des Albigeois, qui s'avérera sans merci jusqu'à la mort du dernier cathare. De plus, la particularité de notre territoire est d'être frontalier avec la Provence. Seul un bras du Rhône nous sépare. Au siècle dernier, les Faits libres d'un côté et l'Institut des études occitanes de l'autre ont voulu mettre de l'ordre dans la langue occitane et le provençal. Le provençal, de par sa simplification, s'est vite imposé sur le sud-est. L'occitan, par son implantation, a été reconnu sur tout le reste du territoire. Notre région s'est ainsi trouvée confrontée à cet état de fait, et petit à petit, par la proximité de la Camargue, la bouvine et ses traditions, le provençal a pris le dessus sur l'occitan, les Faits libres en ont profité pour remplacer le secanto par la coupe santo. De plus, comme aurait pu le dire Nougaro, c'est la Camargue qui pousse sa corne jusque chez nous. La présence de la bouvine et de la culture gitane fait de nous une particularité de plus. Il y a quelques années, dans la tête de politiciens, aînés sont délimités les contours de ce que l'on va appeler la petite Camargue. Tout petit territoire qui n'est plus occitan et qui n'est pas provençal. Notre particularité qui fait toute notre force, c'est que nous sommes occitans, provençaux, camarguais, gitans, et nous commençons enfin à intégrer la génération maghrébine. Il suffit pour cela de regarder les têtes d'affiche des courses camarguaises et d'entendre le formidable accent du sud de ces jeunes. Notre culture est présente dans la vie de tous les jours, dans nos villes et nos villages, et pour cela nous ne voulons pas devenir des santons ou être une curiosité touristique. C'est sur quoi j'aimerais m'appuyer pour travailler afin de garder notre identité si particulière de notre langue, de notre histoire, de la culture des troubadours, de la bouvine et des gitans dans cette future grande région où nous allons devenir une toute petite entité.
C'est la ligne que je vous trace. Je vais profiter du micro, vite fait, c'est pas prévu. Je vais me faire disputer. Mais le 24 octobre, la Languedoc est tellement en mauvais état. Le 24 octobre, une grande manifestation se déroulera sur la place de la Comédie, où on attend à peu près 20 000 personnes. Et la Languedoc est en train de devenir une langue morte, qui sera certainement inscrite au patrimoine des langues mortes. Voilà. Donc il faut faire vite pour qu'on puisse transmettre à nos enfants et petits-enfants cette culture et cette langue. Merci, merci Jacques. Le terroir, le patrimoine doit aider à la valorisation des produits des terroirs. Parce qu'effectivement, culture, tradition, oui, mais économie. Parce que sans économie, je crois que c'est pas viable. Et on a demandé donc à Magali Somad de nous parler de cet aspect-là de la culture camarguaise. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais remercier le président pour le bel hommage qu'il vient de rendre à mon oncle. Donc, je suis très émue de me retrouver ici aujourd'hui parce que même si je ne connaissais pas ce lieu, c'est une belle réussite et je vous en remercie. Je voudrais remercier aussi Patrick Vignal pour son engagement à nos côtés et je suis sûre qu'on va entamer une belle route et qu'au bout de cette route, on va trouver un beau jardin. Voilà, merci à tous et à toutes. Alors moi, on m'a demandé de vous faire un état des lieux de ce qu'est notre race, la race d'Ibiao. Parce que je suppose que nombreux d'entre vous ne savent pas exactement quels sont les effectifs, le nombre d'élevages. Et je pense que pour défendre la culture taurine, il faut avoir un minimum de renseignements à ce niveau-là. Alors la race aujourd'hui, c'est 138 manades inscrites au livre généalogique sur 4 départements, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard et l'Hérault. Ce sont 20 209 bêtes au 31 décembre 2014, dont 5 619 vaches reproductrices, ce qui fait un effectif moyen pour chaque élevage de 146 bêtes. Avec un tel effectif, notre race fait partie des races menacées, reconnues comme menacées par l'État français. Et à ce jour, seule la région PACA affecte une aide dans ce sens aux éleveurs via le second pilier de la PAC. Aujourd'hui, ce qu'il vous faut savoir, c'est que nos animaux, ces animaux de la race d'Ibiao, supportent les mêmes contraintes administratives et sanitaires que les bovins domestiques. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, nous avons vu apparaître des maladies dites économiques, pour ne pas les citer, la leucose par exemple, pour lesquelles l'État demande l'éradication totale des bêtes positives, de façon à obtenir un statut indemne au niveau surtout européen. Et c'est pour cela qu'à l'époque, de nombreux bovins camargues ont été abattus, alors qu'il n'y avait aucune incidence sur la santé humaine. La seule incidence qu'il y avait, c'était un enjeu économique à l'exportation. Demain, ce qu'il vous faut savoir, c'est que nous nous acheminons vers la même éradication par rapport à l'IBR. Après-demain, ce sera la BVD. À ce rythme-là, sans aucun doute, il ne restera guère de taureaux camargues dans quelques décennies. Et ça, il faut que vous en soyez tous conscients, parce que ça va être un de nos combats. Depuis peu, on a trouvé un foyer de FCO dans le centre de la France. Si le périmètre s'agrandit, il va falloir vacciner l'ensemble de nos cheptels, en connaissant d'ores et déjà les dégâts que cette vaccination a occasionnés lors de la dernière campagne qu'on nous a imposée il y a quelques années. Nous pensons qu'à ce jour, ces interventions récurrentes sur nos bêtes risquent d'affaiblir au mieux la race, au pire de la faire disparaître. Aussi, face à tout cela, il nous semble impératif de nous battre de façon à ce que le taureau camargue ait un statut à part, puisqu'il n'est ni exporté et que son périmètre de circulation est restreint. Mais il est aussi impératif que l'on crée une banque génétique
Car si une pandémie, style la fièvre afteuse, nous touchait, c'est une grande partie du cheptel Camargue qui disparaîtrait, voire la totalité. Et ne croyez pas naïvement que notre cas serait traité à part. Aujourd'hui, rien, je dis bien rien, ne protège la race d'Ibiao. Ce qui la protège un peu économiquement aujourd'hui, c'est l'AOP. Je suis obligée, enfin, j'ai été amenée à vous parler de ça, parce que c'est une des rares démarches économiques qui est vraiment un réel support aujourd'hui pour l'élevage. La démarche a été faite en 92 pour arriver à une reconnaissance de notre produit en 96. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que la viande de taureau Camargue a été la première viande rouge reconnue en France et en Europe sous ce signe de qualité. L'AOP, même si elle concerne les deux races, la race d'Ibiao et la race de combat, la race d'Ibiao représente aujourd'hui plus de 2/3 du tonnage abattu. L'AOP, c'est 90 éleveurs sur 3 départements. C'est 2100 animaux abattus, dont 1300 issus de la race d'Ibiao, et ça en moyenne par an. L'aire géographique de l'AOP, c'est 525 000 hectares, dont 155 000 en zone humide. 245 000 hectares se trouvent dans les Bouches-du-Rhône, 220 000 dans le Gard et 60 000 dans l'Hérault. Cela représente 300 tonnes de viande en moyenne par an, avec un chiffre d'affaires moyen direct pour la filière d'1 200 000 €. Sans compter l'économie indirecte et l'emploi que cela génère. L'AOP sert les élevages qui ont l'agrément, mais aussi ceux qui ne l'ont pas, puisque c'est l'AOP qui fixe le cours du marché. Aujourd'hui, nous travaillons à la révision du cahier des charges, qui est obsolète puisqu'il a bientôt 20 ans. Ce que l'on peut regretter, c'est qu'aujourd'hui, trop peu de nos collectivités locales font appel à cette viande dans la restauration collective. Il faudrait que nos élus imposent dans leur cahier des charges cette viande de façon à soutenir l'économie locale. Alors l'AOP protège un tant soit peu ce territoire, puisque tous les projets qui pourraient l'impacter doivent prendre en compte ce classement. Mais les élevages le protègent aussi, par leur présence, leur entretien écologique, et le préservent de l'abandon ou d'un retour à une agriculture intensive. Il faut que les pouvoirs publics soutiennent leur pérennité en facilitant, entre autres, l'accès au foncier. Soutenir l'économie de ces élevages à travers leur activité est nécessaire sur plusieurs points. D'abord parce qu'ils participent à l'équilibre écologique. Ils sont générateurs d'économie et d'emplois, directement ou indirectement. Ils pérennisent notre culture. Ils participent à l'intégration des nouveaux arrivants. Ils donnent une identité forte et unique au monde, à notre territoire. Défendre la culture taurine, là est notre ambition et nous espérons vous avoir à nos côtés parce que sans vous, ce ne sera pas possible. Merci. Merci Madame Somade. Merci beaucoup. Maintenant, culture ou sport. Le débat est lancé. Donc, tour à tour, Dominique Azéma, présidente du Trophée Taurin Midi Libre Provence, et Nicolas Noguera, rasetteur de renom, nous feront part de leurs réflexions et de leurs interrogations. Ils évoqueront la course camarguaise, ses atouts, son rayonnement, ses règles, ses contraintes. Donc, Dominique Azéma. Bonsoir. Donc, je vais être un petit peu technique, moi d'abord, et puis Nicolas fera le romantique après. Hein, voilà. Donc, je vais vous parler du Trophée Taurin. Comme vous le savez, dimanche dernier a été élu, Mignon a été élu Buau d'Or 2015 par la commission du Trophée Taurin Midi Libre La Provence. Et comme vous le savez aussi, c'est ce dimanche qu'elle sera couronnée à Arles lors de la finale du Trophée des As qui réunit les stars, raseteurs et cocardiers de la course camarguaise. Je ne vais pas vous faire l'offense d'expliquer ici ce qu'est la course camarguaise. Seulement en quelques mots, vous rappeler le rôle et les missions du Trophée Taurin Midi Libre La Provence qui fête cette année son 64e anniversaire.
À l'origine de ce trophée, 3 hommes. Georges Thiel, journaliste à la Provence, Marius Gardiol, chroniqueur, et Paul-Laurent Manadier. En 1951, ils en parlent. En 1952, ils agissent. Le trophée est mis en place. Une commission composée d'aficionados reconnus des 3 départements taurins fixe les règles qui, certes, ont évolué au fil des saisons. Le premier Biou d'or, en 1954, est en fait attribué à une royale, celle de Biou. Puis en 1955, il fut décidé que désormais un seul cocardier serait sacré Biou d'or. Le premier fut Gandard de la manade Blatière. Jalousé, critiqué, plagié, mais jamais égalé, le trophée taurin fait donc depuis 1952 battre le cœur de la course camarguaise. Chaque saison, de mars à octobre, taureaux et raseteurs courent sous sa bannière. Chaque année sont honorés les meilleurs acteurs de la compétition. Chaque année est élu le Biou d'or, le cocardier qui s'est le plus distingué dans les arènes du Languedoc et de la Provence. D'André Doulot à Zico Catif, de Gandard à Mignon, les plus illustres combattants ont paraphé de leur talent l'histoire du trophée taurin Midi Libre la Provence. Le trophée qui comprend en fait 3 compétitions, les As, l'Avenir et le trophée des raseteurs, et de plus devenu depuis 2010 le support du championnat de France de la Fédération de la course camarguaise, ce qui veut dire que le vainqueur du trophée des As est désigné comme champion de France. Comment se déroule la saison? En préambule, la commission du trophée taurin, qui comprend actuellement 16 membres, dont 2 femmes depuis 2008, il y en a une ici d'ailleurs, l'Une-et-Loise, effectue un classement de cocardiers. Pour qu'une course compte pour le trophée des As, il faut que 4 d'entre eux y soient inclus. En ce qui concerne les raseteurs, une cotation de points est établie. 1 point pour la coupe de la cocarde, 2 points pour la cocarde au gland, 3 points pour une ficelle à l'avenir et 4 aux As. Dans certaines grandes arènes jugées plus difficiles, comme Arles, Nîmes, Alès, Lunel, Château-Renard et Palavas, le coefficient des points est maintenant de 1,5. Traditionnellement, les finales se déroulent le premier week-end d'octobre pour celle des raseteurs et de l'Avenir et le 2e dimanche du même mois pour le trophée des As. Elle aura donc lieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce dimanche en Arles, qui se partage avec Nîmes, une année non l'autre, l'organisation de ce rendez-vous. Ce jour-là, entouré de tout le faste qui se doit et devant parfois plus de 10 000 spectateurs, les plus grandes stars du crochet affrontent les cocardiers triomphateurs de la saison. Pour le meilleur, en tout cas, chaque année, on croise les doigts pour que la fête soit belle. Et cela fait 64 ans que cela dure. On peut se demander ce que serait devenue la course camarguaise si le trophée taurin n'existait pas. Si elle n'avait pas été portée et supportée par les 2 quotidiens régionaux que sont Midi Libre la Provence, qui consacrent durant la saison au moins 2 pages par semaine et au cours de l'été, 1 page chaque jour dans certaines éditions. Il est bien loin le temps des jeunes intrépides en espadrille qui affrontaient les taureaux dans les cours des masses. Les précurseurs du trophée taurin ont voulu atomiser cette activité, unifier les règles qui s'éparpillaient dans chaque village ou presque, regrouper les acteurs et organiser la compétition. Alors oui, on peut se demander ce que serait devenue la course camarguaise si le trophée taurin n'existait pas. Et vous allez me répondre, quelqu'un l'aurait forcément inventé. Voilà. Merci Madame la Présidente. Nicolas Noguera. Oui, si tu veux. Tu peux rester si tu veux, il n'y a pas de souci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais profiter moi aussi pour remercier Kléber Mesquida et Patrick Vignal de nous recevoir ici. C'est assez rare que les raseteurs aient une tribune pour pouvoir s'exprimer, alors qu'ils sont un des acteurs majeurs, je crois, avec le taureau de la course camarguaise. Et avec tous les déboires actuels de notre fédération, c'est également bien que des personnes veuillent prendre le taureau par les cornes et je les en félicite. Alors moi, bien sûr, je vais vous parler du rasetteur, parce que c'est quelque chose que je connais bien, qui me tient à cœur forcément, et parce qu'il est intimement lié au résultat d'une course camarguaise. Ces 30 dernières années, la course camarguaise, elle a changé. Mais qu'est-ce qui a changé, fondamentalement ? Mes amis manadiers me reprendront, je ne pense pas que le taureau ait beaucoup changé. Certainement de meilleurs soins,
une meilleure qualité de nourriture, mais pas de grandes modifications pour lui. Je pense que Rousset, Pythagore et Guépard n'ont pas énormément de différence, ni Samouraï, Président ou Tristan, si ce n'est morphologiquement ou bien physiquement. Le taureau des années 80 est-il meilleur que celui des années 2000? Je ne le crois pas non plus. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Si on observe l'évolution du rasetteur ces 30 dernières années, on constate réellement là de grands changements. Et c'est bien évidemment son approche sportive qui est liée à cela. Pour fréquenter Thierry Ferrand, Christian Chaumel ou Jean-Marc Tognetti de temps en temps, et pour avoir des discussions sur ce sujet, je peux vous garantir que ce n'étaient pas des fanats de sport, du tout. Et l'entraînement n'était pas, en tout cas, au premier lieu de leur préoccupation. Alors le rasetteur, c'est un artiste ou un sportif? Si je vous réponds que ce n'est pas un sportif, vous me direz que je suis fou. Parce qu'on ne peut pas courir tous les jours, l'été, par 40 degrés, faire 6 mois de compétition sans avoir un minimum de préparation et sans être accompagné par des médecins, des kinés ou autre chose. Mais le rasetteur n'est-il pas devenu trop sportif? Et de ce fait, n'a-t-il pas oublié l'essentiel? Il a oublié qu'il est au cœur d'un spectacle vivant, qui ne peut survivre sans émotion, qu'il doit être également un artiste pour créer du frisson, du désir, et pour donner envie aux spectateurs de revenir. Tout à l'heure, Patrick disait qu'il n'y a que 4% de personnes extérieures à la course camarguaise qui viennent aux arènes. Qui c'est qui nous suit? Les amis des manadiers, forcément, les amis des rasetteurs, les amateurs qui suivent un taureau et notre petit noyau. Et si l'on n'arrive pas aujourd'hui à intéresser un autre public en ayant une démarche différente, on n'y arrivera pas. Alors le rasetteur, bien sûr, il n'est pas entièrement responsable de ça. Hein. On ne peut pas lui imputer à lui seul la crise actuelle. Mais forcément, comme il est un acteur majeur de la course camarguaise, il est en première ligne des critiques. Que pouvons-nous faire? Je pense qu'on ne peut plus appréhender la formation du rasetteur dans les écoles taurines avec le simple aspect sportif. Les éducateurs, et j'en profite de l'occasion pour les mettre à l'honneur, saluer leur travail de bénévole, mais leur dire également qu'ils doivent absolument intégrer à leur discours, auprès des jeunes qui s'inscrivent dans les écoles de rasetteurs, cette notion d'émotion et de transmission auprès du public. On ne devient pas une vedette uniquement en gagnant des trophées. Alors, est-il possible de créer un CFA des cultures taurines, un centre d'apprentissage, des métiers taurins, de manadiers, de gardiens, pour les rasetteurs, les arlésiennes, pour la langue occitane qui disparaît. Aujourd'hui, cette année, au collège de Lansargues, 3 inscrits. Si j'enlève ma fille, ça fait plus que 2. Alors essayons de nous regrouper, essayons de nous rassembler, tous nos talents sous une même enseigne, au sein d'une même structure, et peut-être que là, on arrivera à avancer. Voilà, les questions sont posées pour essayer d'avancer et pour sauver ce patrimoine unique qu'est la course camarguaise. Voilà, je vous remercie. Nicolas Noguera vient de vous parler de passion, de spectacle, d'émotion. Dans la famille Lafont, on a tout. On a l'historique, la culture, la tradition. C'était Jean tout à l'heure. L'avenir, le spectacle vivant, l'ouverture au plus grand, large public. C'est Iris Lafont, sa fille. Bonsoir à tous. Je remercie tout d'abord Monsieur Mesquida et Monsieur Vignal de nous avoir invités et de nous avoir laissé la parole. Je vais vous parler de ce qu'on appelle péjorativement les spectacles de rue, plus précisément les abrivades et les bandides. Les anciens en font partie aussi, mais c'est une tradition qui est plus importée de la tradition espagnole. Donc ces abrivades et ces bandides font partie intégrante de notre tradition, au même titre que la course camarguaise. Elle en est d'ailleurs indissociable, car c'est de cette manière que les taureaux de la course étaient menés aux arènes à une époque où le transport du bétail en camion n'existait pas.
On peut d'ailleurs noter qu'il y a encore aujourd'hui des villages qui n'organisent pas de course camarguaise sans une abrivade et une bandide. Voilà, je peux citer Saint-Ginès-des-Mourgues, par exemple, mais il y en a d'autres. C'est aujourd'hui, voilà, ces abrivades, comme on les faisait donc autrefois, on appelle ça aujourd'hui des abrivades longues en parcours ouvert, qui partent donc généralement du pays et qui vont vers le village. Actuellement, cette tradition en est souvent réduite à un simple spectacle de rue canalisé par des barrières à l'intérieur de parcours de plus en plus courts, et ce pour des raisons de sécurité. Cette tradition est donc menacée au même titre que les autres pour les raisons invoquées de sécurité, puisque tous les acteurs intervenant dans l'organisation de ces spectacles semblent menacés juridiquement. Le maire, puisqu'il délivre l'autorisation d'organiser le spectacle dans les rues de son village, l'organisateur, donc comité des fêtes, club taurin, etc., puisqu'il est garant de la sécurité sur le parcours, et bien sûr le manadier, puisqu'il est censé encadrer et maîtriser son bétail, et donc en est responsable. Or, on peut penser que les parcours fermés sont rassurants et dépourvus de tout danger, alors qu'ils amoindrissent la vigilance du spectateur de plus en plus non initié. De plus, elles ne nécessitent pas le même professionnalisme de la part du manadier et de ses cavaliers. En effet, les abrivades longues demandent une vraie maîtrise de ce métier et de ses règles, car être un manadier d'abrivade, c'est aussi un vrai métier. Pourquoi ? Parce que mener une abrivade, c'est d'abord avoir une connaissance de son bétail, c'est également avoir des connaissances en ressources humaines, pour pouvoir diriger, former et bien connaître son équipe de cavaliers, afin de pouvoir leur faire confiance et les placer en fonction des qualités de chacun. Dans ce contexte, quelle est la place de cette tradition rurale dans la société ultra-urbanisée d'aujourd'hui ? Nos villages sont aujourd'hui de plus en plus peuplés de nouveaux résidents non issus de cette tradition et qui en ignorent tout le fonctionnement et tout l'intérêt. D'où la nécessité de s'ouvrir et de transmettre. Voilà, donc peut-être par l'organisation de journées d'initiation aux nouveaux arrivants, peut-être par l'organisation de journées pédagogiques, comme il se fait dans le pays de Lunel, mais peut-être qu'elle devrait être généralisée à l'ensemble des communes. Et peut-être aussi, voilà, par une explication de la signification et du déroulement de ce spectacle avant chaque abrivade, avant chaque manifestation. Voilà, donc moi je suis assez succincte, mais je suis venue ce soir, voilà, parce que je suis assez inquiète de l'avenir de cette tradition, qui en est une aussi, parce que je suis peut-être à une génération un petit peu charnière. Mon père n'a connu que les abrivades en parcours ouvert, bien sûr comme on les faisait autrefois. Moi, je connais les deux. J'ai connu voilà des choses qui ne se font plus aujourd'hui, mais je connais un peu trop maintenant ces spectacles qui se font dans des parcours fermés, et je pense que malheureusement nos enfants ne connaîtront plus que ça, et peut-être ne connaîtront rien du tout. Voilà, donc j'appelle voilà nos élus à nous aider pour essayer de trouver des solutions pour pouvoir continuer. Voilà, c'est tout. Bonsoir. Dans une société où il faut tout prévoir, y compris l'imprévisible, la tâche des maires est des plus difficiles. Leur responsabilité est presque toujours engagée, ce qui complique l'organisation des manifestations ouvertes au public. Pour évoquer ce problème, nous avons demandé à Yvon Pradeil et à Robert Pistilli de tracer des axes de réflexion et peut-être de demander ici aux députés de légiférer, ou un peu plus ou un peu moins, mais différemment, certainement. Bonjour à tous. Donc, monsieur le député, monsieur le président, messieurs, dames les maires, madame la conseillère départementale, je respecte le protocole, hein, ça va, hein. Donc, messieurs les manadiers, mesdames et messieurs,
Voilà, le protocole est fini. On est entre nous, on va parler tranquille. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Robert Pistilli, donc le maire de Saint-Nazaire-de-Pézan. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Mon collègue et ami Hervé Dieulefesse me dit, mais tu connais la différence entre un taureau et un cheval? Donc oui, effectivement, je connais la différence. Le taureau est noir, le cheval est blanc. Voilà. Donc, alors moi, je suis ici, je voudrais remercier Patrick Vignal parce qu'il me donne l'occasion un petit peu de parler. Il donne la parole à une petite commune, donc Saint-Nazaire-de-Pézan, la plus petite commune de la circonscription. Donc je suis ici pour parler en fait de mon expérience personnelle, de mon engagement vis-à-vis de tout ça. Et en fait, pourquoi je suis là? Donc Saint-Nazaire, c'est 80% de la surface qui est inondable. Donc on a la chance, on a 3 manades, dont Jeannot Lafont qui est ici, avec Iris. Et j'ai même la chance, c'est qu'Iris est conseillère municipale avec moi. Donc quand ça va pas, elle me tire les oreilles. Je voulais dire que, bon, comme tout le monde, je suis arrivé à Saint-Nazaire-de-Pézan. Je connaissais pas du tout. Bon, je suis venu à Saint-Nazaire parce que le terrain était pas cher. Hein. Je vous rassure. Hein. Voilà. Mais je me suis retrouvé dans les marais. Et je vous avoue que j'avais un petit peu une crainte quand même au niveau des marais parce que, bon, il y avait des moustiques. C'est vrai qu'ils y sont, hein, donc je vous rassure. Par contre, je pensais qu'il y avait des sables mouvants et même des crocodiles. Et ça, j'en ai pas vu. Alors, tout va bien, quoi. Hein. Voilà, j'ai assisté aux premières fêtes de village. Et c'est vrai que là, je me suis dit, mais ils sont fous, quoi. Ils sont tous en train de courir. Il y a qu'un taureau et en plus, on le voit pas. Donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est tout ça, quoi? Et un jour, j'ai vu mes enfants qui couraient eux aussi après les taureaux. Là, je me suis dit, t'as raté quelque chose, quoi. Hein. Parce que si eux, ils courent, il se passe quelque chose, quoi. Aujourd'hui, j'ai un petit-fils qui a 3 ans, dont je suis très fier, d'ailleurs. Je suis passé du stade de grand-père au stade de Dieu. Parce qu'un jour, j'ai rencontré Jeannot Lafont qui passait en voiture. Je lui ai dit bonjour. Et alors là, mon petit-fils était enchanté parce que tu connais Jeannot Lafont. Donc, ça a été formidable, quoi. Voilà, moi, mon petit-fils, c'est lui qui m'enseigne la bouvine, la tauromachie, enfin, tout le monde des taureaux. Il m'enseigne. Et là, j'arrive à savoir maintenant que emmailler, ça n'a rien à voir avec le tricot. Rien à voir. Donc, il m'a expliqué ça. Alors, je vous rassure, hein, ma femme est là pour témoigner. J'ai une manade à la maison avec 4 taureaux. Et alors, quand les petits duplots, ils entourent les taureaux, bon, il y a toute une règle que je ne comprends pas, mais que mon petit-fils, lui... Alors, moi, je suis ici, je suis pas là pour vous parler de mon petit-fils. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ça, ça passe par l'éducation. Je suis très content, il y a le maire de Lunel qui est là, j'en profite pour le remercier, parce qu'il a ouvert cette année les journées pédagogiques à tous les enfants du pays de Lunel. Et ça, je trouve ça formidable, parce qu'à Saint-Nazaire-de-Pézan, on joue au taureau dans la cour de récréation. Les enfants courent, donc il y en a un, c'est le taureau, hein, puis tous les autres rasettent à côté, quoi. Et c'est des traditions qui se font depuis longtemps. Alors, c'est sûr que moi, je suis un nouvel arrivant, hein, je suis un étranger. Je suis un Parisien, je suis je sais pas comment vous appelez ça, mais ça fait 40 ans que je suis là quand même, hein, donc à un moment, maintenant des sources, c'est fini, quoi. Voilà, donc tout ça, c'est des traditions, c'est des choses qu'il faut maintenir. Voilà, il y a des racines qui sont là, des racines que moi j'ai pas eues parce que j'arrive de l'extérieur, mais que mes enfants et mes petits-enfants ont, et je trouve que c'est important et c'est primordial pour la sauvegarde du pays, quoi. Alors par contre, c'est marrant parce que j'avais tout écrit et j'ai rien lu en fait. J'ai rien lu parce que j'y vois rien avec mes lunettes. Et puis c'est l'émotion quand même, hein, parce qu'il y a du monde. Hein. Je voulais vous parler aussi de la responsabilité de maire. Donc moi j'ai accepté de travailler parce que Patrick Vignal m'a dit viens, il faut que tu viennes.
tu auras un œil extérieur qui permettra de nous aiguiller et de donner un avis aussi. Alors, en tant que maire, je voulais juste vous informer, le maire est responsable de tout. Quand il pleut, c'est à cause du maire. Quand le taureau est pas bon, c'est à cause du maire. Enfin, à chaque fois, c'est à cause du maire. Donc, tout ça, c'est bien, mais à un moment, bah, il y aura plus de maire, hein, parce que ras-le-bol, hein, la casquette. Hein. Donc, à un moment, il faut quand même trouver une solution. Alors, Saint-Nazaire-de-Paysan est adhérent à un syndicat qui existe déjà depuis 1962. Donc, nous avons le président qui est dans la salle, qui parlera tout à l'heure sûrement. Et on fait partie d'un syndicat de tradition. Et là, on a travaillé avec Reine Bouvier. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. C'était le maire du Quédar qui a œuvré là-dessus, qui a travaillé là-dessus. On a travaillé sur une charte et on a travaillé surtout sur des arrêtés, de manière à prendre des arrêtés communs pour protéger les élus. Bon, vous savez tous qu'il y a eu un souci avec le Gros du Roi, donc c'était en 2006. Il y a eu 2 élus qui ont été condamnés là-dessus. Il y a eu des soucis là en 2012 avec un gamin à Saint-Martin-de-Londres, bon, qui a été tué. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Il faut faire attention parce que il faut pas que ça tue les traditions. Il faut pas que des gens se servent de ça pour arrêter les fêtes, arrêter tout ça. Donc c'est important. Mais il faut pas non plus que la jeunesse fasse n'importe quoi. Il faut pas que... il est interdit d'utiliser des fumigènes. Donc à un moment, arrêtons de faire des bêtises de genre, quoi. Les banderoles devant les chevaux, c'est interdit. Donc c'est là-dessus qu'il faut éduquer. Il faut travailler avec la jeunesse. Il y a des traditions, il y a un arriéré, mais il faut que ça avance, il faut que ça travaille là-dessus. Alors, moi j'ai eu un cas dernièrement sur Saint-Nazaire avec une personne qui s'est fait enlever. Je soulève le cas parce que, en fait, la personne a porté plainte. Ça arrive fréquemment, hein, je vous rassure. Hein. Voilà. Elle a porté plainte, mais elle a annoncé quand même que avec le taureau, ça lui avait provoqué la maladie d'Alzheimer. Donc c'est bizarre, oui, mais en tout cas, elle n'a pas oublié de demander les indemnités, hein, je vous rassure. Hein. Vous voyez, chers amis, avec Saint-Nazaire-de-Paysan, il pourrait passer la soirée. Là, tu es en train de faire les questions et les réponses. Voilà, on est sur un exemple, on reste dessus, tu le gardes, je pense qu'on t'interpellera là-dessus, Robert. Parce que tu avais encore beaucoup à dire ? Non, mais je vais passer la parole à Yvon Pradeil, parce qu'en fait, on a travaillé en binôme. Oui. Donc lui, c'est l'ancien. Moi, je suis le nouveau arrivant. Le Parisien. Il faut qu'on me brûle, c'est très difficile. Que je remonte un peu là. Bon, merci Robert. Je pense que dans cette salle, un certain nombre de maires, même les maires de la circonscription, seraient à même d'avoir le même langage que nous sur ce thème que sont la culture et les traditions. Et si avec Robert nous avons travaillé, c'est que nous sommes tous les deux complémentaires. Robert, comme il vient de le dire, c'est un jeune maire. Quant à moi, que vous le savez, beaucoup me connaissent ici, je suis un ancien maire qui a un certain vécu dans ce domaine. Alors, avant de me présenter, permettez-moi d'abord de vous saluer, de saluer les maires de la circonscription qui, tout à l'heure, pourront nous poser des questions et certainement faire avancer et arranger un peu nos propos. Bon, je suis Yvon Pradeil, je m'exprime en tant qu'ancien maire en faveur des traditions taurines. J'ai accepté de participer à ce projet auprès de Patrick Vignal, député de la circonscription, car je suis conscient et soucieux de l'avenir de nos traditions. Si l'on peut trouver ensemble des solutions pour les maintenir, je serai, comme vous, très satisfait et surtout rassuré. Fier de mes origines, melgorien de souche et fidèle à mon territoire, mon attachement aux traditions taurines date depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. Comme l'on dit dans le Pays de l'Or, je suis empreint de la fille bio. Il existe des traditions dans chaque région de France. Il faut les respecter et les faire respecter, car ce sont nos richesses et l'entité de nos territoires que nous défendons. Si on fait un peu d'historique, on s'aperçoit que depuis le temps des charrettes, qui délimitaient un périmètre pour constituer des arènes, tout a évolué. Actuellement,
Des villages sont toujours équipés d'arènes en tube, d'autres en béton, et les petites communes qui n'ont pas les moyens financiers organisent uniquement des manifestations de rue, abrivado, bandido, encierro et courses de plan. Depuis quelques années, beaucoup de communes se sont agrandies et ont vu s'installer des familles qui, en majorité, ne connaissent pas nos traditions et, de ce fait, se plaignent d'une façon récurrente des problèmes qu'occasionnent ces festivités pour leur déplacement personnel. C'est à partir de ce moment-là que les élus se sont vus confrontés aux différentes plaintes de nouveaux habitants et, en contrepartie, aux différentes associations et organisateurs des manifestations taurines. Le rôle de l'élu est de prendre des décisions, mais aussi de se positionner. Bien sûr, il y a des risques. Les communes ont été amenées à installer des barrières lors des manifestations taurines de rue par sécurité, pour éviter les accidents. Avant que ces dispositions soient mises en place, lors d'abrivades et bandides, régulièrement, les taureaux échappaient, suivis de gardiens dans des quartiers de la ville, au grand bonheur des habitants. C'était l'époque des taureaux à la corde, c'était aussi l'époque des courses de nuit, où il n'y avait pas de piscine, où l'on mettait 4 caisses de bière avec des tréteaux, et puis le spectacle, et je vous en fais cadeau, vous voyez ce que ça donnait. À ce jour, il est impossible de fonctionner de la sorte, la sécurité des administrés est essentielle. Alors, que faire afin de conserver la fission, c'est-à-dire le respect de la passion et de la culture taurine, ainsi que le maintien des traditions? Cette spécificité qui anime nos fêtes est l'expression vivante de l'identité de notre pays, de Petite Camargue, empreinte d'émotions et de sensations. Si l'on souhaite perdurer, il faut travailler autour de la prévention au niveau des jeunes et même les impliquer. L'intégration des nouveaux arrivants se fera avec leur aide. Il faut les informer sans tabou, tout en essayant de faire la meilleure combinaison entre plaisir, prévention et maintien des traditions, malgré des lois sécuritaires devenues de plus en plus drastiques. Il faut trouver des solutions et des moyens de mise en œuvre. Des arrêtés municipaux doivent être affichés à divers endroits de la manifestation et de plus, rajouter un message vocal en plusieurs langues et le diffuser avant chaque manifestation de rue pour mettre en garde les usagers. Ensuite, organiser des réunions d'information régulièrement en faveur des nouveaux arrivants pour présenter la commune et consacrer une partie aux traditions taurines, leur historique et l'importance qu'elles représentent pour la ville ou pour le village. Il est nécessaire d'utiliser un diaporama lors de cette information. Et enfin, sensibiliser les enfants au niveau des écoles, faire reconnaître les traditions avec l'aide d'acteurs de la bouvine, comme les rasetteurs, les tourneurs, ainsi que les manadiers, les gardiens et les claptorins. Le but est de les initier et de fait permet de créer le lien avec leur famille et de transmettre l'envie de découvrir cette culture. Ce goût des traditions se transmet très jeune. La mission des élus est de combiner entre les lois et règlements sécuritaires. L'essentiel est de soutenir et d'aider les différents acteurs et milieux associatifs à la bouvine. Des échanges et groupes de travail sont indispensables au quotidien. Entretenir des relations d'échange et de travail avec le préfet et les services de la gendarmerie. Établir une charte sur laquelle s'appuyer pour toute organisation en tenant compte des règlements sécuritaires et de la volonté de faire perdurer les traditions. Et enfin, la responsabilité juridique. Malgré toute précaution prise, la responsabilité des élus et du maire en particulier est évidente. Les pressions de toutes parts peuvent décourager et même entraîner certains à baisser les bras. Non, je crois qu'il faut persévérer, trouver des solutions, avoir le courage de contrer les détracteurs et faire en sorte que vivent nos traditions et notre culture taurine. Je vous remercie. Merci, messieurs les maires. Avant de commencer l'échange avec la salle, on a une dernière intervention qui porte sur l'économie. Monsieur Vignal disait tout à l'heure, mettons l'économie de l'activité bovine au cœur de nos réflexions pour redynamiser le territoire. Mais alors, comment procéder? Donc, ce soir, Alain Foucaran, conseiller communautaire du Pays de l'Or, partage avec nous les résultats d'une étude qu'il a réalisée il y a déjà quelques années.
Et à la lumière de ces informations, nous comprendrons mieux l'importance du taureau pour l'économie de notre Camargue. C'est bon, ça marche, vous m'entendez? Bien, eh bien écoutez, c'est pas, vous connaissez tous le travail que je fais, j'ai énormément d'émotions ce soir parce que quand on travaille sur le terrain de la passion, et la bovine pour moi c'est une passion, je ne suis pas dans le rayon professionnel, pourtant j'ai l'habitude de m'adresser à des amphithéâtres. Mais là j'ai le cœur qui bat beaucoup plus que d'habitude parce que avant tout j'ai beaucoup d'amis autour de la salle. J'aimerais remercier Monsieur le Président, Kléber Mesquida et puis Patrick Vignal d'avoir organisé cet événement. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que déjà, je ne sais pas faire grand-chose. Hein. Je sais quasiment rien faire dans ce milieu. Il y en a qui sont raseteurs, qui sont manadiers, cavaliers. Moi, je ne sais rien faire du tout. J'étais simplement un petit peu dans les clubs taurins. Et puis, à ce titre, j'aimerais quand même remercier énormément pour son intervention Nicolas Noguera. Ce que tu as dit, Nicolas, ça transparaît de bon sens, de passion, du sang coulé. Et c'est quelque chose qui m'a donné la chair de poule parce que tu es dans le vrai. Et puis il y a un autre homme que j'aimerais remercier qui n'est pas là ce soir. Et je lui dois d'avoir été à la fédération de 95 à 2008 où j'avais en charge toute la communication. C'est avec lui que j'ai créé la Fidibio, c'est avec lui que j'ai créé le site internet, c'est avec lui que j'ai créé la soirée des prestiges, c'est avec lui que j'ai créé Graines de Stars, les Stars de demain, que nous avons créé Graines de Raseteurs, c'est avec lui que nous sommes montés au salon d'agriculture, c'est avec lui que nous avons fait le salon du cheval et c'est avec lui que nous avons fait Taureau d'eau. C'est Henri Thier, je pense à lui. Oh, vous pouvez applaudir, hein, parce que je pense qu'il le mérite. Alors, je vais vous parler on m'a fait venir pour ça, je vais vous parler des chiffres. Alors, c'est très simple. Si vous allez voir un manadier, dites Magali, combien tu loues ton bio? Tu sais, ça dépend, parce qu'il pleuvait ce jour-là. Du coup, on ne le sait jamais. On ne le sait jamais, et c'est normal. Donc, en fait, comme j'étais placé à la fédération, j'ai dit, je vais prendre le problème à l'envers, parce que c'est Fresh qui nous avait stimulé. Il dit, vous serez écoutés le jour où vous arriverez avec des chiffres. Donc, on s'est mis en quête de faire ceci, et c'est ce que j'ai conduit. Alors, en fait, je suis parti d'un nombre que nous avions, c'était le nombre de courses. À la fédération, il se fait 800 courses par an. Alors, les chiffres que je vais vous donner, il y en a toujours un qui va dire, mais moi, je les paye un peu moins cher, l'autre, je les paye un peu plus cher. Ce sont des valeurs moyennes qui ont été vérifiées sur 10 ans. Donc, c'est 800 courses par an, c'est 150 courses aux As, c'est 250 courses au Trophée de l'Avenir, c'est 400 courses de promotion, ligue, ce que vous voulez, et taureau jeune. Une course aux As, c'est 14 000 euros. Une course à l'Avenir, c'est 7 000 euros. Une course de ligue, c'est 2 000 euros. Quand vous faites le bilan de l'organisation, ces 800 courses coûtent 5 millions d'euros. 5 millions d'euros à l'organisateur. 5 millions d'euros, mais attendez, il manque un chiffre là, c'est qu'on n'a pas la billetterie équivalente. Si je compte la billetterie, nous sommes sur un public à la saison de 400 000 spectateurs. 400 000 spectateurs, vous mettez le prix à 7 euros en moyenne parce qu'il y a des courses gratuites, vous arrivez à 3 millions d'euros de recettes. 3 millions d'euros, il en manque 2 pour aller à 5 millions d'euros. C'est ces 2 millions d'euros de recettes, vous avez 1 million d'euros qui est donné par les collectivités territoriales, essentiellement les mairies. C'est en gros, 1 000 euros par course, 1 200 euros par course qui sont donnés par les mairies. Et puis, il manque 1 million d'euros. Hein. Il faut le chercher, ce million d'euros. On n'en a pas parlé jusqu'à présent. Eh bien, vous avez des gens qui sont les clubs taurins. Il y en a 150 à la fédération. Ces gens-là, c'est eux qui comblent le million d'euros qui est nécessaire à ce que ça fonctionne. Parce que si vous ne payez pas vos dettes, si ce million d'euros, les clubs taurins ne vont pas les chercher, qui va le chercher? Et là, on est sur le terrain associatif. Le terrain associatif, à l'heure du développement durable, c'est ce qui structure un territoire. Ce sont des gens, toutes conditions sociales confondues, tout âge confondu, qui s'engagent pour une cause, pour une passion, pour ce bio. Il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 150 clubs taurins vont tous sur le terrain ramasser 7 à 8 000, voire 9 000 euros. C'est quoi? C'est des balles, c'est des lotos, c'est d'aller taper à la porte des commerçants, c'est des courses de nuit, etc., etc., pour ramasser cet argent. Si ces clubs taurins n'existent pas, comme on essaye de les mettre à la porte aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous perdez la course camarguaise, parce que ce million d'euros fera défaut. Alors ensuite... Sur ces 5 millions d'euros, ça c'est le haut de la pyramide. Parce qu'en fait, si vous réfléchissez bien, la course camarguaise, c'est ce qui tire toute la structure, puisque c'est pour ce spectacle qu'on se bat. C'est pour ce taureau que Jean, Magali, essaye de regarder celui qui sera le meilleur, etc. C'est pour cette finalité. Cette finalité, elle ne fonctionne qu'avec 5 millions d'euros, je viens de l'expliquer. Mais en dessous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez toute la filière associée. Magali a parlé de la filière viande.
Elle a dit à peu près 350-400 tonnes de viande. Mais attention, 1,2 million d'euros pour les manadiers directement. Mais combien de gens vivent là-dessus? Les abattoirs, les circuits de distribution. Si vous calculez 20 € le kilo de viande, vous arrivez à 6 millions d'euros. C'est-à-dire que derrière les 1,2 million d'euros de la production, il y a 4,8 millions d'euros qui nourrissent d'autres personnes. C'est toujours le taureau qui est là. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, si on réfléchit un petit peu, toujours sur cet aspect-là, il y a tout l'aspect touristique. On est encore sur le direct. Il y a tout l'aspect ferrade. Plus de 2000 ferrades organisées. Plus de 2500 abrivades bandides. Vous connaissez tous le prix d'une abrivade bandide. Vous connaissez tous le prix d'une ferrade. Calculez le nombre d'argent que ça représente chaque fois. Calculez ce que ça représente. Les ensiros, les taureaux piscines, etc., etc. Si vous cumulez la totalité des chiffres que je vous donne, uniquement sur l'aspect taureau en production directe, c'est 20 millions d'euros. Vous générez, vous manadiers, vous raseteurs, par vos activités, tout ce qui draine autour, vous générez, et les clubs taurins, vous générez 20 millions d'euros d'activité économique. Mais c'est pas tout, 20 millions d'euros. Mais qu'est-ce qu'on fait du reste? Pour manipuler ces taureaux, il faut des chevaux. Pour manipuler ces chevaux, il faut des gardiens, des cavaliers amateurs. On a parlé tout à l'heure de 138 manades, 146 manades d'élevage recensées. Vous mettez une moyenne de 10-15 cavaliers amateurs par manade, regardez la population de chevaux que ça fait. Il y a une filière viande là derrière aussi. Il y a également la filière des maréchaux ferrants. Un cheval, ça se fera 4 fois par an, pour ceux qui s'en occupent. 3000 chevaux, 4 ferrades, 4 ferrures par an, à 70 € la ferrade, la ferrure, ça donne aussi un chiffre assez colossal de 3 millions d'euros. Et vous empilez les chiffres. Et là, on rentre dans l'indirect. On peut aller très loin là-dedans. Je vous ai parlé également de tout ce qui était la restauration. 400 000 spectateurs par an. 400 000 spectateurs par an. Alors, quand on va voir une course, on ne va pas systématiquement casser la croûte. On va souvent à l'apéro après, ça je vous le concède, mais on ne casse pas la croûte systématiquement. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que vous prenez que 10%. 40 000 personnes qui vont au restaurant avec un ticket à 20 €. Ça vous fait 1 million d'euros dans le circuit de la restauration. Et on empile le vestimentaire. Le vestimentaire. Qui n'a pas, dans notre monde de la bouvine, une chemise Soliade, les indiennes de Nîmes, etc. Qui ne l'a pas? Les gardiens en consomment des pantalons avec les roustes qui prennent. Là aussi, si on regarde, si on rentre un peu dans le chiffre, on est à plus de 3 millions d'euros. Et je peux continuer à empiler de cette façon. Les arènes, j'en ai pas parlé, les collectivités territoriales. 101 pistes. 101 pistes. C'est de l'entretien. Je vois mon patron, Yvon Bourrel, chaque fois il faut aller dire, il faudrait donner un coup de peinture aux arènes, etc. Oui, mais enfin quand même, etc. On paye une personne à l'année, un salarié. Salarié chargé, on est 30-40 000 €. Le matériel. Et 100 pistes, vous multipliez, regardez ce que ça fait, 3 millions d'euros. On enchaîne. Ce qui veut dire qu'à la fin, quand on empile la totalité de ces chiffres, eh bien on arrive à un total cumulé de plus de 40 millions d'euros d'activité économique, c'est-à-dire brasser de l'argent. Et un dernier chiffre important. Quand une collectivité territoriale met 100 € dans la bouvine, 100 € dans la bouvine, dans son village, il y a 80 € qui sont dépensés localement, dans un rayon de 20 km. Quand vous faites venir l'orchestre Les Méditerranéens, vous payez 10 000 € la prestation, quand ils ont soufflé dans leur bastringue et qu'ils repartent. Eh bien, les 10 000 € ils ne sont pas dans le village. Par contre, le manadier qui va acheter ses piquets chez Toucha, le manadier qui va appeler le vétérinaire, je n'ai pas parlé des vrais vétérinaires, avec un cheptel de 20 000 bêtes au niveau des taureaux, au niveau des chevaux. Regardez ce que ça représente aussi. Ben là où est consommé cet argent? Nous avons une activité sédentaire. Nous avons une économie rurale. C'est notre identité. C'est notre identité. Soyons fiers de cette identité. Et je vous assure que nous sommes assis, comme l'a dit Patrick en début de colloque, nous sommes assis sur une mine d'or. Est-ce qu'il viendrait à l'idée à quelqu'un ici d'aller au Texas aller voir un rodéo? Eh bien, chez nous, il y a des gens qui habitent Montpellier qui n'ont pas vu la corne d'un biao. C'est intolérable. Voilà. Alors, je crois que j'ai assez donné de chiffres. J'avais dit que j'en donnerais. Vous en voulez un peu plus, j'en ai encore. Mais enfin, c'est bon. Hein, vous avez compris. Donc, ce que je voulais vous dire simplement, c'est que mon objectif, je pense que l'économie, c'est le nerf de la guerre. Si on veut avoir les grandes oreilles là-haut, il faut absolument qu'on arrive avec des chiffres. Tous les chiffres que je vous ai assénés, que je vous ai donnés, on peut les affiner ensemble. Et moi, mon objectif ce soir, c'est de constituer une équipe de gens qui ont envie de travailler avec moi, avec mon équipe,
on s'est entendu avec Magali pour avoir les bons chiffres. C'est-à-dire tout ce que je vous ai donné, c'est des cumuls de chiffres que j'ai fait depuis une dizaine d'années. Je vous mets au défi de montrer qu'ils sont faux. Mais il me faut des sources officielles. Là, j'ai travaillé avec Claire Espili, donc du parc, qui m'a donné les chiffres que vous a donnés au tout début, Magali. On est sur des chiffres concrets. Il faut qu'on aille exactement dans cette direction-là pour arriver à travailler ensemble. Voilà. Alors, je me suis un petit peu, j'avais dit que je m'énerverais pas, je me suis pas énervé, mais je me suis un peu emporté. Mais enfin, c'est dans mon tempérament, hein, on se refait pas. Je vous ai dit que j'étais pas dans mon milieu professionnel. J'aime le punch. Je pense l'avoir démontré parce que ce taureau-là, quand je vois aujourd'hui où nous en sommes, alors que nous sommes partis avec tout le bilan que j'ai fait sur la soirée des prestiges, qui était un moment extraordinaire pour ceux qui l'ont vécu, 800 personnes dans une salle, avec Fresh, avec Vosel, avec les députés, et aujourd'hui, on ne sait même pas qui est le président de la fédération. Ça me fout des boutons. Voilà ce que je voulais dire. Chers amis, vous voyez que même en économie, on est capable d'être passionné. C'est fantastique quand même, la Camargue. Claire, un petit mot pour toi parce que c'est une prise de guerre dans le cadre de la guerre de la grande région. Elle vient de Toulouse, on l'a récupérée à Montpellier. Et alors, elle est en train de noter les noms. Dibio, qu'est-ce que c'est, etc. Alors s'il vous plaît, hein, traduisez à chaque fois pour Claire. Merci Jean. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Donc je voulais juste vous parler du calendrier qui va suivre ce colloque. Donc on vous propose plusieurs dates. Avril 2016, une nouvelle rencontre pour faire le point, un point à mi-parcours. Juin 2016, pour commencer la rédaction d'un rapport sur nos premières conclusions. Septembre 2016, on ramène la bovine à Montpellier. Alors attends Claire, là on va en profiter. On a un député de l'Hérault, on a 2 députés de l'Hérault, mais on a aussi le président du conseil départemental. Alors j'ai cru comprendre qu'il invitait une fête de la bouvine en septembre, ici, au Théâtre d'Eau, monsieur le député, monsieur le président. Ouais, voilà. Rendez-vous est pris. Et enfin, fin 2016, remise du rapport que nous aurons rédigé ensemble. Donc, on a 30 minutes de débat avec la salle. On va essayer d'être court dans les questions et dans les réponses pour pouvoir essayer de faire participer un maximum de personnes. Est-ce qu'il y a des premières questions ? Une question sur l'économie, sur la culture ou le sport ? Sur les problèmes de responsabilité juridique. Donc, chers amis, on n'a pas tout dit quand même. On est tous d'accord. Allez, la première question, voilà. On va vous donner le micro, monsieur. Oui, bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez? Oui, ça marche. Oui, je suis comme avait dit M. Picelli, je suis le président du syndicat des maintenances, traditions et protection des sites. C'était en 1973 que ce syndicat s'était monté. Donc, il s'est monté au Kellar parce que déjà à l'époque, la protection des sites au Kellar, il était prévu de faire des forages dans les prés des Demoiselles et dans les prés du Kellar. Et les maires à l'époque, donc M. Berger-Lefranc, je crois que c'était l'initiateur, ils se sont rassemblés, ils étaient 9 ou 10, donc je pense qu'il y avait déjà le maire de Lunel à l'époque. Et donc déjà, ils ont travaillé ensemble, ils ont monté ce syndicat qui réunit donc des élus. On a été sous la présidence de Reine Bouvier, la maire du Kellar, le mandat précédent. Et donc ce mandat-là, puisqu'elle n'est pas passée aux élections, j'ai pris sa place. Et nous sommes maintenant 44 communes. 44 communes. Donc de Lunel à Moguio, à des petits villages comme Saint-Nazaire ou de Savignargues dans le Haut-Gard. Et donc, nous travaillons, bien sûr, sur la sécurité des manifestations de rue, des spectacles de rue. Je dois dire que le bilan n'est quand même pas trop pessimiste, quand même, sur les spectacles de rue. Je parle à Iris Lafont. Parce que, apparemment, cette année, en faisant très attention, en tant qu'organisateur, il n'y a pas eu trop d'incidents. Bon, il y a eu quelques chevaux, des cavaliers qui sont tombés, mais il n'y a pas eu de gros incidents. Et ça, c'est vraiment le travail de sécurité de tous les
les organisateurs, bon, les maires bien sûr, mais il y a souvent les adjoints qui s'en occupent, et franchement, on fait du très bon travail. Je veux pas, c'est vrai, et en plus des fêtes votives, il y a l'organisation des balles. On n'en a pas trop parlé. On a une épée Damoclès sur la tête. C'est très difficile d'organiser, par exemple, 5 jours de fête. Il y a l'alcool. Bon, c'est difficile à gérer. Et maintenant, il y a une autre chose, c'est la drogue. Enfin, je veux pas être trop alarmant, mais maintenant, dans les fêtes votives, moi, je suis un village à Vestry-Candiac qui a 14 habitants. Il y a de la drogue qui circule pendant les soirées de fêtes votives. Alors bon, on nous dit de travailler, de faire attention, de faire des réunions. On les fait. On en fait tous avant la fête, on réunit la jeunesse. Mais ça va être de plus en plus compliqué. Et ça, interdire ça, on ne peut pas. Voilà. Si je voulais juste, c'était pour présenter le syndicat. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez nous rejoindre dans les groupes de travail. Oui, j'ai du travail, moi aussi. Je suis quand même. Mais comme on n'a pas. Je vais donner un petit mot à l'info Carin, qui a oublié les vaches cocardières. Je suis président des trophées des vaches cocardières. Donc, voilà, en moyenne, entre 20 et 27. Ça dépend des années. Bon, c'est pas grave, voilà. Merci. Question suivante. Ou intervention suivante. Messieurs, dames, bonsoir. Bon, et moi, Claude Chevalier, je suis manadier. Mon souci majeur, aujourd'hui, c'est le côté juridique que l'on a parlé. J'aimerais savoir comment une commune, comme on l'a présenté là, tout à l'heure, Foucaran, son assureur va lui dire, bon, voilà, je ne peux plus vous assurer. Comment on fait pour faire des manifestations taurines derrière? Alors, c'est notre cas, nous, manadiers, où nous sommes seuls et uniques, devant ces responsabilités. Quand on a un souci dans ce genre-là, c'est notre assureur nous dit mais vous êtes éjecté, et on est obligé, il y a eu un incident, des fois à notre faute ou pas notre faute, mais comment peut-on arriver à pérenniser ces activités aussi bien de rue que même dans les arènes, à tel point que même cette année, on voit les organisateurs de courses de nuit des grandes arènes se faire un souci terrible pour les courses de nuit. À tel point qu'ils nous disent amener des doublinques. Pour la demoiselle, doublinques, c'est des vaches de 2 ans. Et voilà. Alors, et même en amenant des doublinques, il peut y avoir des risques. Il peut y avoir l'organisateur peut être mis en cause, perdre ses assurances. Et bon, pour moi, mon problème aujourd'hui, pour moi et pour mes confrères, là je parle pour eux en même temps, que peut-on faire sur le problème des assureurs qui demain vous dire la commune, le manadier, on vous éjecte et où vous allez chercher une assurance. Donc, ce genre d'argument, on a discuté avec monsieur le député, monsieur Vignal, qui avait monsieur le maire de Hunel aussi. Et bon, pour moi, je pense que s'il y a une tradition qui risque de s'abandonner, ça sera par la cause des assurances. Que ce soit aussi bien pour une course de nuit que pour une abrivade. Voilà. Donc, messieurs les politiques, c'est à vous, la balle est dans votre camp. Je voulais préciser, c'est que Patrick avait invité Maître Gérard Kistol ce soir, théoriquement, qui aurait dû être là pour l'aspect juridique. Moi, simplement, pour témoigner, Claude, tu as 300% raison, je crois que c'est également le nerf de la guerre, simplement dire que quand nous avions eu les 3 accidents de rue en 1995, puisque avec Claude Chevalier, j'étais vice-président du comité de défense tradition régionale, nous avions organisé le rassemblement de Beaucaire à Tarascon. 3 morts, Aigues-Mortes, Saint-Rémy-de-Provence et Sainte-Marie-de-la-Mer. Et jamais un homme de Bouvines, un spectateur de chez nous, n'avait porté plainte. Les 3 familles endeuillées étaient des familles extérieures à nos traditions. Quand mon père a pris son coup de corne dans les arènes du Vauvert, la première chose que Guy Roca a fait le soir en m'appelant, il m'a dit, écoute Alain,
je suis emmerdé pour te le dire, mais tu vas porter plainte parce que le taureau, il n'avait rien à faire les radins. J'ai dit, mais attends, c'était le père de quelqu'un, ça aurait été le fils de quelqu'un. J'avais faire ramener mon père de le voir planté par un coup de corne. Il est hors de question que la famille Foucarin porte plainte. Le lendemain matin, il m'a retéléphoné à la gendarmerie pour me dire, Alain, excuse-nous, mais il faut venir signer à la gendarmerie parce qu'ils ne veulent pas croire que vous porterez pas plainte. On est allé avec ma maman, tous les deux, c'est un moment difficile, pour aller écrire sur le registre qu'on ne porterait jamais plainte contre les arènes de Vauvert. C'est la raison pour laquelle les arènes de Vauvert n'ont pas oublié mon papa puisqu'il y a la salle Francis Foucarin. Voilà. Donc simplement vous dire que quand on est derrière ces bio, on sait tous qu'on peut prendre un carton. Mais nous, on le sait, on est éduqués. Et le problème, c'est qu'on veut s'ouvrir parce qu'on a besoin, économiquement parlant, de driver un petit peu. Mais comme tu l'as dit, Claude, je te rejoins à 300% et je n'ai pas la réponse. C'est au niveau des assurances. Si, il y a peut-être une porte qui peut s'ouvrir, c'est la puissance des collectivités territoriales, des mairies, des agglos, qui ont la capacité de passer par-dessus et de dire, on va prendre des assurances encore plus costauds, mais on prend le dessus sur les clubs taurins parce que c'est plus possible. Les clubs taurins, les manadiers, vous pouvez plus faire face. C'est pas possible. J'ai vu ce qui s'était passé à Palavas avec Ribera, le pauvre, mais bon, c'est un truc à se tirer une balle dans la tête. Voilà. Oui, Alain, je voudrais compléter. J'en avais discuté avec Michel Carlier et Claude Arnaud, le maire de Lunel. On ne peut pas laisser les maires seuls, d'abord déjà, face à leurs responsabilités, c'est pas normal. Nous, les législateurs, on a un travail à faire et on le fera avec Kléber Mesquida. Et puis après, Alain a dit un mot de puissance. On se regroupera, les communes, les manadiers, les clubs taurins, derrière un assureur qui prendra aussi lui sa part. Parce que quand on est un grand nombre, on pourra arriver à faire des choses. Vous savez, c'est l'objet de ce soir. C'est pour ça qu'on n'a pas ouvert au public. C'est que ce soir, ils ont tous travaillé. On a fait un dîner de travail il y a une semaine à ma permanence en disant, voilà le contexte. Et l'idée qu'on a ce soir avec vous, c'est qu'on puisse échanger. Alors j'ai écouté le président qui m'a dit qu'il y avait beaucoup de travail, nous aussi, mais on a besoin de vous. Parce qu'en fait, je crois que la responsabilité, le côté juridique, les assurances, ça ne pèsera que s'il y a tout le monde. Et le jour où vous aurez les 9 communes qui pratiquent la bouvine, qui se fédéreront derrière un assureur, je peux vous dire que l'assureur, parce que c'est son métier aussi, il prendra ce risque de venir assurer. Et donc, ça permettra un peu aux élus, à la fois de ne pas démarrer. J'ai souvenir d'Hervé quand ça fête, là, où j'ai vu des moments extraordinaires. Vous savez, vous avez parlé souvent de Georges Frêche ce soir. Moi, j'ai été élu en 2001 sur sa liste. Et il m'a dit, tu as des idées de l'énergie, trouve-moi un projet fédérateur des Montpelliérains. 250 000 habitants à Montpellier. On s'était dit, on va faire la fête de la Méditerranée. Moi, je voulais qu'on aille traverser la mer, que ce soit Portugal, Maroc, Algérie, Espagne, Grèce. On n'a pas pu le monter, je veux dire pourquoi. Parce que Montpellier, qui est une ville qui a été bâtie sur des médecins juifs, musulmans et chrétiens, n'a pas de tradition, n'a pas cette pépite que vous avez vous. Donc ça veut dire, M. Chabalier, que si on s'unit, on aura des phases à mettre en place. Et la responsabilité, c'est la base. Il y a 2 piliers pour moi, économie et responsabilité. Quand on va développer l'économie et la responsabilité, je peux vous dire qu'on remplira. Allez, question suivante. D'autres questions, d'autres interventions? Oui. Je me présente, Guy Chaptal, capitaine de la Nation Gardienne. En 2011, avec des amis ici présents, le village de Kellar, Madame le maire, nous recevait et nous avons commencé un projet sur l'UNESCO. On y a travaillé énormément. Et puis, tout ça est tombé à l'eau, c'est parti dans des mains. Et alors, il faudrait peut-être qu'on reparte là-dessus pour faire reconnaître quand même notre démarche et voir où ça peut aller. Cher monsieur, non, s'il vous plaît. La question suivante. Vous verrez la conclusion, cher ami. Eh bien, la question, le dossier... Non, mais gardez votre question. On a des choses à vous dire tout à l'heure, avant de faire le cocktail. Une autre intervention? Une autre question? On va conclure. Oui, alors. Oui, donc comme vous le voyez sur le tableau, nous vous proposons de nous inscrire après les débats dans des groupes
donc de travail en fonction des thématiques qui vous tiennent à cœur. Donc n'hésitez pas, c'est l'occasion de travailler tous ensemble. Bien, Claire, tu as bien compris que tout était divers. Je vais te le confier, moi aussi j'ai pas tout compris, hein. Mais c'est pas grave. Il y a encore une question peut-être, non? Je sais que le député t'a demandé, t'as pas de chance, tu l'as rencontré toi aussi, t'a demandé de réfléchir à une porte de sortie vers le haut de cette tradition, de cette culture et de cette économie camarguaise. Tu peux nous en dire un petit mot? Oui, avec plaisir. Alors, donc comment valoriser le territoire, le bassin de vie camarguais. Donc, on m'a soufflé à l'oreille, enfin, Monsieur Vignal m'a soufflé à l'oreille l'idée d'inscrire la filière bouvine sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité dans le cadre de la Convention de l'UNESCO de 2003. Donc c'est une démarche qui est différente de celle que vous avez menée, je crois, dans les années 90 et qui a toutes ses chances d'aboutir parce que cette fois-ci, ce n'est pas sur le patrimoine matériel que nous voulons faire cette inscription à l'UNESCO, mais sur le patrimoine immatériel. Et alors voilà pourquoi on a toutes les raisons de réussir, parce que les critères qui sont demandés par l'UNESCO, il me semble qu'on les remplit. D'abord, premier critère, il faut que l'élément que nous présentions à l'UNESCO corresponde à des pratiques et à des savoir-faire. Et il faut que ce patrimoine culturel immatériel soit transmis de génération en génération, recréé en permanence et soit recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Alors, ce premier critère, il me semble qu'on le remplit. Deuxième critère, l'inscription de l'élément contribuera à assurer la visibilité et la prise de conscience de l'importance du patrimoine culturel immatériel. Ce second critère aussi, nous le remplissons. Troisième critère, des mesures de sauvegarde. Il faut qu'on mette en place des mesures de sauvegarde qui pourraient permettre de protéger et promouvoir l'élément. Et donc, cet élément, pour le moment, je ne sais pas si on le remplit. En tout cas, si on ne le remplit pas, il faudra y travailler ensemble. Et dernier élément qui est très important, c'est que ce projet d'inscription sur le patrimoine de l'UNESCO émane d'une volonté collective qui implique l'ensemble des acteurs. Voilà, pour moi, il n'y a pas d'obstacle au regard de ces critères. D'autre part, regardons quelques exemples de patrimoine culturel immatériel français reconnus par l'UNESCO. Premier exemple, les géants et dragons processionnels de France qui ont été inscrits sur la liste de l'UNESCO en 2008. Deuxième exemple, le Fest-Noz, qui est un rassemblement festif basé sur la pratique collective des danses traditionnelles de Bretagne en 2012. Et enfin, un dernier exemple qui pourrait nous intéresser, c'est l'inscription en 2011 de l'équitation de tradition française. Alors, ce patrimoine a été reconnu en fonction de 3 critères. Donc, il faudrait être attentif à ces critères-là. Donc, l'équitation de tradition française allie connaissances et compétences équestres. Elle est transmise de génération en génération. Elles sont reconnues par la communauté des cavaliers comme faisant partie de son patrimoine culturel. Autre critère, son inscription sur la liste pourrait contribuer à renforcer la visibilité et la prise de conscience de l'importance du patrimoine culturel immatériel, notamment parmi les praticiens d'une tradition similaire ailleurs. Et enfin, les mesures en vigueur et celles envisagées pour assurer la sauvegarde de l'équitation française incluent des recherches scientifiques, des galas et des manifestations publiques, des tournées mondiales du cadre noir, ainsi que la sensibilisation. Et donc, nous pourrions travailler sur ces aspects-là également pour ce qui nous concerne. Et pour que ce projet réussisse, il faut donc réunir tout le monde, vous l'avez compris, et notamment les chercheurs, ethnologues, historiens, sociologues, comme nous le montre l'exemple de la reconnaissance du patrimoine qu'est l'équitation de tradition française. Ainsi, ce projet que M. Vignal propose de porter est un projet qui me paraît sensé, cohérent, porteur en termes de retombées économiques, mais aussi de fédération de tout le territoire autour d'un projet citoyen commun. Donc vous avez compris, pour réussir ce projet, il faut se rassembler. Et pour moi, Monsieur Vignal est la bonne personne qui pourrait permettre ce rassemblement. Merci. Bien. 2 interventions, Patrick Vignal et ensuite Monsieur Mesquida. Vous voudrez bien clôturer ce colloque?
Merci. Cher monsieur, je vais répondre à votre question. Avant de répondre, quand même, je voudrais vous remercier les gens qui nous ont reçus aujourd'hui. Donc, je remercie aussi Aérosport parce que ils étaient auprès de Gérard Sommade et je pense à Jean-François Dumont et à Claire. Je sais qu'ils ont beaucoup bossé sur la bouvine. J'ai eu la chance d'être adjoint. On peut les remercier. Moi, j'étais adjoint au sport, je faisais de la boxe, du judo, du foot. Il m'expliquait Torodo. Je fais un mea culpa, je suis jamais venu à Torodo, mais Monsieur le Président, je suis sûr maintenant que j'ai les pieds dans la glaise, que je monte à cheval, je vais me faire plaisir si au mois de septembre, les 2 500 000 habitants de l'Hérault, un peu moins, 1 million, vous connaissez bien votre sujet, viennent pendant 3 jours à Torodo voir des taureaux et des chevaux. Merci de votre acceptation, Monsieur le Président, pour nous recevoir en septembre. Moi, je voudrais remercier, bien sûr, vous les participants, mais je voudrais vous remercier, vous présenter donc, quand même mon équipe parlementaire. Alors, vous avez vu, moi, j'ai dit que les cheveux blancs au service de la jeunesse, j'ai pris des très, très âgés. Parce que je me suis dit, ils s'embêtent chez eux. Leurs femmes, souvent, les battent en plus. Donc, elles le disent, sors vite, va voir Patrick. Moi, je voudrais quand même vous saluer André, Michel et Jean. André, c'est le président de la coopérative citoyenne, du collectif citoyen. En 2008, on a mis en place les conseils consultatifs à Montpellier et ils m'avaient aidé sur le territoire à mettre en place et ils ont fait une erreur, c'est de me suivre. Donc depuis 2008, c'est vrai, ils m'accompagnent. Comme ils s'ennuient, moi j'ai beaucoup de travail, j'ai envie de partager, de coproduire avec des gens. Donc merci à eux qui aujourd'hui sont là. Merci à Claire, notre doctorante en sciences politiques, on a rencontré une erreur. Merci à Philippe Cheron, qui est mon assistant parlementaire, et à Fadila, qui est timide, qui se cache, qui est aussi ma deuxième assistante parlementaire. Écoutez, moi je voudrais conclure pour vous dire, ce soir, un lieu magique, un lieu de culture et de savoir. La Bouvine est là, ce soir. Moi j'ai entendu après la fédération, je voudrais le dire, Ferdinand Jaoul m'a appelé en me disant « Patrick, ce soir je ne serai pas là, puisqu'on essaye de relever les manches. » Vous le savez tous que ça ne marche pas bien, donc ce colloque tombe très bien. Tombe très bien, parce que quand une famille va mal, c'est là qu'il faut être avec elle. Donc je peux vous dire qu'à partir de ce soir, le fait que vous soyez nombreux présents, le fait qu'il y ait, Claire a dit, Patrick Vignal, moi je ne suis pas heureux, mais associé avec Kléber Mesquida, associé avec les sénateurs, associé avec les députés qui veulent. Ceux qui ne veulent pas, ce n'est pas grave, ils circuleront. Mais ceux qui veulent, il y en aura beaucoup. Et je voudrais vous dire ce soir que Virginie Rosière, la députée européenne, je l'ai appelée à 17h, j'ai dit voilà, on aura besoin de toi. Parce que oui, monsieur, nous allons relancer le processus de l'UNESCO. Nous allons le relancer, cette inscription au patrimoine. Et il y a de la genèse. C'est parti aussi de Jean Lafont. La fédération l'a pris. Moi, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est d'adhérer, c'est de partager, c'est de coproduire. Et je vous le dis, que chacun dépasse son histoire de hier. L'histoire, il ne faut pas l'oublier, mais la mettre de côté. Parce que si vous voulez qu'on réussisse, et Magali l'a dit, il faudra qu'on travaille ensemble. Et travailler ensemble, ça veut dire qu'à partir de demain, on vous a ce soir, ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait chacun leur planche, c'est s'inscrire avec nous. Et on va ériger des remparts qui permettront aux gens de s'inscrire dans les commissions. On l'a dit, l'économie est vitale. Le maire de Lunel investit dans des magnifiques arènes. Les maires des communes prennent les responsabilités juridiques, financières. Moi, j'ai très envie, et je sais que je serai accompagné par vous, qu'on mette en place une vraie méthode. Allons chercher un parrain ou une marraine. J'ai derrière la tête un nom, mais je ne vais pas vous le dire ce soir parce qu'il faut que ce soit validé. Mais si on a un parrain ou une marraine de qualité, qui soit connu, qui nous aide à pousser les portes de l'Assemblée, qui nous aide à pousser les portes du Sénat, nous allons y arriver. Donc moi, ce que je vous demande, amis de la Bouvine, je suis un étranger, j'ai très envie de faire avec vous. J'ai très envie de partager, et je pense très franchement, et je l'ai vu, parce que moi, j'ai passé 14 ans adjoint au sport à la ville. Vous savez que ma profession, c'est le judo. J'étais enseignant de judo. Et je me suis rendu compte que des fois, quand j'avais la tête dans le guidon avec les collègues judokas, quand on frappait la porte des boxeurs ou des karatékas, ils nous amenaient un peu de fraîcheur. Donc moi, comme Robert, notre parigot, qui ne soutient pas le PSG, je le précise, je ne savais pas si c'était une vache et un taureau. Moi, ce que je peux vous dire ce soir, c'est qu'il y a du talent, c'est qu'il y a de l'énergie, c'est que vous êtes assis sur un tas d'or, et si on s'y met ensemble, je pense que nous gagnerons et nous serons inscrits à ce patrimoine, mais ça dépendra autant de vous que du pouvoir politique. Je vous remercie en tout cas d'être venu ce soir, parce que vraiment, je peux vous dire que ça fait plaisir. En période difficile, un mercredi soir, avec les embouteillages à Montpellier, c'est pas facile d'y venir. Vous savez,
j'ai eu quelques mails. Il y en a un qui m'a dit, moi je viens pas à Montpellier, vous avez qu'à venir à Lunel. Et non, il faut qu'on sorte. Si on veut aller chercher les gens, il faut que nous aussi on soit capable de sortir. Merci, et Monsieur Mesquida, c'est à vous. Oui, j'ai oublié de vous dire, je suis bavard, Monsieur Mesquida. Avec Claude Arnaud, avec Hervé Dieulefesse, avec Bernadette et avec Jean Charpentier, quand j'ai fait ma campagne, on m'a dit, si tu arrives à faire la déviation de la 113, ça fait 30 ans qu'on la demande. Et cette arlésienne, on y est arrivé ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a joué groupé. Vous avez vu qu'en ce moment, les études se font. C'est un projet de 50 millions d'euros. Et c'est vrai que j'ai eu l'appui de Kléber. On est allé tirer le dossier à Manuel Valls. Donc, je pense que quand on veut, on peut. Merci. Merci Patrick. Ce que Patrick veut, le président devrait pouvoir. Bon, mais j'y reviendrai. Mesdames et messieurs, j'ai vraiment passé une excellente soirée. J'ai beaucoup appris, j'ai pris beaucoup de notes, je me suis instruit encore un peu plus de votre culture grâce à tous les intervenants qui nous ont fait part de leurs connaissances, mais aussi partagé leur passion. Et les questions dans la salle ont eu aussi un sens très appuyé dans ce domaine-là. Je ne vais pas être plus long. La soirée a été riche en échanges. Il y a des actions à mener. Je peux vous assurer que le conseil départemental, d'ailleurs j'ai 2 cautions là, Yvon et Bernadette, ils me soutiendront. Le conseil départemental sera à vos côtés. Alors je ne dis pas que les moyens sont illimités, sera à vos côtés. Et puis, j'ai bien compris que la fête de la Bouvine vous tenait à cœur. Et à moi aussi. Parce que si on veut mettre en place les thématiques que j'ai énoncées tout à l'heure, dans le domaine de la culture et tradition, eh bien, il faut aussi que l'Assemblée départementale donne son petit coup d'impulsion. Eh bien, à vous de construire le projet. Mettez-nous en partenariat, parce qu'il faut aussi, surtout s'il y a Patrick Vignal dedans, je m'en méfie. Mon directeur de cabinet est arrivé, je l'ai rassuré. Il n'y avait pas de taureau devant la porte parce qu'il m'a dit avec Patrick, tu vas avoir des taureaux, il va tout faire venir. Bon. Donc Patrick, ici, à Pierrevive, on vous dit, banco, préparez la fête de la Bouvigne avec un partenariat. Et puis, tout à l'heure, je me disais, s'il faut faire connaître à l'ensemble des Héroltais cette belle tradition, bien on a, nous, des outils de communication. Et on le mettra à votre disposition pour mieux faire connaître cette tradition-là, mieux la faire partager et puis, accessoirement, faire fréquenter un petit peu plus vos manifestations par d'abord les Héroltais et puis tous ceux qui viennent nous visiter, qu'ils soient les bienvenus. Merci encore, bonne fin de soirée et puis on vous rejoint tout à l'heure au verre de la convivialité. Merci. N'oubliez pas, ceux qui souhaitent participer à nos travaux, de vous inscrire. Nos amis sont à l'entrée et vous attendent.